Chers amis, à personnage exceptionnel, vidéo exceptionnelle, êtes-vous prêts pour plus d'1 heure de rigolade et plus si affinité? Taisez-vous. En Mais cet homme est ahurissant. porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Quel plaisir de vous retrouver, chers amis, pour ce 3e épisode de Cassolette et Macronie. Vous le savez, l'émission où on remonte toutes les casseroles de nos personnages politiques favoris. On avait commencé avec Thierry Solaire dans l'épisode 1, Agnès Buzyn dans l'épisode 2. Maintenant, place à Olivier Véran pour une émission en prime time. Nous sommes dimanche, il est 20h45 si vous regardez la première diffusion de cette vidéo. Émission spéciale, plus d'1 heure de rire. On va remonter le temps, on va remonter les casseroles, on va remonter des vieilles vidéos juste milieu. Vous allez voir, je vais vous diffuser ces vidéos sur lesquelles j'avais bossé il y a des mois pour parler déjà à l'époque des mensonges de Véran, avec du tout neuf, avec des révélations, avec du tout nouveau. Enfin, ça va être complètement fou. Ça, c'est de la pipe. Vous avez cité deux choses qui sont importantes. Les poulets brésiliens. Le marché européen, finito. Mais avant toute chose, et si vous voulez soutenir l'aventure, et pour cette émission exceptionnelle, vous le savez, là, un format complètement fou, n'hésitez pas à vous abonner, on a besoin de vous, on se rapproche des 300 000 abonnés, il y aura une fête, il y aura un truc absolument zinzin quand on aura atteint cette barre. Donc si vous voulez, avant que l'émission, avant que le show commence, n'hésitez pas à cliquer, il y a le petit bouton en dessous de cette vidéo, et puis voilà, après c'est que du plaisir, et c'est que le début de l'aventure. Alors, Cassolette et Macronie, à l'inverse de beaucoup de personnages dont on parle dans ces vidéos, c'est aussi la démocratie. C'est vous qui choisissez les personnages au cœur des prochaines vidéos. Et pour l'épisode 4, qui va bientôt être en préparation, je vous propose de choisir entre Marlène Schiappa, Gérald Darmanin ou Éric Dupond-Moretti. Les liens sont dans la description de la vidéo pour voter. Je vous dirai d'ici une semaine environ qui est le regagnant. Mais voilà, vous choisissez le personnage qui sera au cœur de cette vidéo qui devrait sortir d'ici 2 semaines, mais pour l'instant, place à Olivier Véran. Installez-vous confortablement dans votre fauteuil. On est ensemble pour plus d'1 heure. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Sans plus attendre, on va commencer ce 3e épisode de Cassolette et Macronie. Vous connaissez sûrement le menu entrée, plat, dessert, avec à l'entrée la présentation d'Olivier Véran. Qui est-il? D'où vient-il? Que s'est-il passé avant qu'il devienne celui qu'on connaît? Le plat, avec vraiment que du plaisir. Là, j'espère que vous avez de l'appétit parce qu'il y a vraiment beaucoup à manger. Et puis le dessert, avec de la pépite toute fraîche, beaucoup de choses, des révélations que vous ne savez peut-être pas. Le livre d'Olivier Véran décortiqué. Enfin, installez-vous, mettez-vous à table. On met la serviette pour éviter les tâches. Et c'est parti. Alors Olivier Véran nous vient de Saint-Martin-d'Hères en Isère. Il est né le 22 avril 1980, soit le même jour qu'Emmanuel Kant, Lénine, Vladimir Nabokov, et exactement le même jour et la même année que le gardien de but de football Nicolas Douchez. Ça, on s'en branle, mais je préfère commencer en souplesse. C'est le principe d'une entrée, un petit hors-d'œuvre, tu te cales ça dans la molaire et on est bon. Mais c'est de la merde. Le parcours scolaire est un sans faute. Un sans faute. Olivier Véran a un cursus scolaire qui commence du côté de Grenoble, il vient du coin, études de médecine tout à fait classiques. En 2008, il fait sa soutenance dans sa spécialité, la neurologie, dont le thème est confusion d'origine épileptique au sein d'une population âgée. Comme quoi, dès sa soutenance, le mot confusion devient le leitmotiv du bonhomme. Ouais, c'est marrant. En 2012, parce qu'il ne faut pas perdre le sens du business, Olivier Véran fait un Executive Master, donc ça c'est le top du top en termes de formation, en gestion et politique de santé à l'Institut d'études politiques du côté de Paris. Alors, on est toujours dans l'entrée, mais on va parler de la vie personnelle d'Olivier Véran, et là, comme on dit du côté de Bonifacio, ça se corse, parce que Olivier Véran a eu 2 enfants d'un premier mariage, entre 2008 et 2018. Bon, ça c'est de la presse people, mais tu vas me dire, on s'en fout. Ouais, c'est pas faux. Et après ce premier mariage, il a été en couple avec l'inénarrable Coralie Dubost. Ça, c'était entre 2018 et 2021. Coco, t'en as entendu parler? Des mois d'énergie, d'investissement, qu'ils soient citoyens, politiques, de mixité, de coordination, de dialogue, de rencontre. Ouais, elle était députée de l'Hérault. Tu sais, c'est celle qui s'était fait chipper 2000 balles dans son sac à main. Elle sortait d'un resto avec son compagnon et elle s'est fait chipper son sac à main. Il y avait 2000 € en liquide et une Rolex. Voilà. Alors, je vais mieux, je vous remercie Laurence. Je vais beaucoup mieux aujourd'hui grâce notamment au suivi médical
et policier tel qu'il existe en France. Non, comme quoi, député, c'est un cursus. Si t'arrives pas à traverser la rue, ça peut être pas mal. Et Coco, c'était avec son compagnon, tu vois. Et bon, l'argent, forcément, elle est députée. Donc, c'est un argent, à un moment donné, qui vient du public, tu vois, des impôts. Et moi, je m'étais posé la question. Je dis, mais attends, son compagnon, est-ce que c'était Olivier Véran, justement, au moment des faits? J'écoute. J'ai mené l'enquête, non. Non, parce qu'ils étaient plus ensemble à ce moment-là. Donc, c'était pas Véran. En revanche, Coralie Dubost a été au centre d'une autre affaire. Je sais pas si tu te rappelles, elle s'était acheté des slibards, en gros, et de la lingerie avec sa réserve parlementaire, avec de l'argent public. Tu payes les ficelles de Coralie Dubost. Toutes les ficelles. Et oui, vêtements, lingerie, restaurants, Mediapart qui révèle donc que Coralie Dubost a dépensé des sommes faramineuses avec ce qu'on appelle une avance de frais de mandat. C'est une enveloppe mensuelle que les élus peuvent utiliser pour financer les dépenses liées au cadre de l'exercice de leur mandat. Mais alors, peut-on considérer que dépenser près de 2 000 € de vêtements par mois rentre dans l'exercice politique ? Ouais, en gros, elle utilisait sa réserve parlementaire, ça avait fait beaucoup parler, pour s'acheter de la lingerie, pour payer des restos, des choses comme ça. Et tu te dis, à ce moment-là, elle était en couple avec Olivier Véran. Peut-être qu'il a croqué. L'argent, pas Coralie, Dimitri, on sait se tenir, c'est Cassolette et Macroni, on est à table. Voilà, et comme on dit, miam miam la gaufre. Et c'est vrai que la question demeure, on n'a pas eu de réponse. Est-ce que Olivier Véran a profité de ce pognon au sein de leur couple, ce qui serait tout à fait normal. Tu sais, t'arrives, tu vas à l'Hippopotamus, une semaine après tu vas chez Flunch, un coup c'est toi qui payes, un coup c'est l'autre, et puis voilà, tu débrouilles. Mais quand c'est l'argent public, réserve parlementaire. C'est pas le salaire, qu'on soit bien d'accord, parce que j'en vois qui doutent. Ils ont leur salaire et il y a une réserve parlementaire qui est là pour payer les frais des députés, les transports, le logement si nécessaire, mais dans le cadre de leur fonction. Tu sais, si tu dois te déplacer dans ta députation ou autre, tu vois. Ouais, c'est pas pour te payer des strings ou des huîtres, bordel. Enfin bref, revenons à nos moutons et le parcours professionnel d'Olivier Véran pour continuer de présenter le personnage. Un parcours, pareil, qui retient l'attention, parce que, il est très vite praticien hospitalier à l'issue de ses études de médecine, médecin neurologue au CHU de Grenoble. Donc on est sur une spécialité de précision. Tu parles des nerfs, donc il y a un côté, faut pas te planter, parce que t'as vite fait de couper un nerf et d'avoir le QI de Roselyne Bachelot. La prochaine fois. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de l'ordre du millimètre, et très vite, Oliviie Véran va se faire remarquer parce qu'il est très engagé dans la vie syndicale et associative. Ah, regarde comme il était tout beau, là, il était jauneau, celui-ci, à croquer. J'entendais dans le reportage qu'il y aurait des patients en plus dans les couloirs, c'est quelque chose qui ne devrait pas arriver. Oui, mais Notre alors à mouvement quoi n'est pas ça là sert pour si vous gêner êtes en grève et que, vous voyez... Mais c'est notre moyen d'action, c'est d'essayer de faire remonter l'information au niveau national pour qu'on nous prenne en considération et qu'on nous prenne au sérieux. Je dirais que c'est une étape première dans notre mouvement qui peut effectivement se durcir si on se rend compte qu'on n'est toujours pas entendu. Et il a eu vraiment déjà à cette époque-là une collection de casquettes qui n'ont pas forcément de rapport entre eux, mais apparemment c'est un touche-à-tout. Président de l'association des assistants des hôpitaux de Grenoble, porte-parole de l'intersyndicat national des internes des hôpitaux, conseiller titulaire à l'ordre départemental des médecins de l'Isère et également président de l'orchestre symphonique universitaire de Grenoble. Ça, j'ai pas compris par contre. En 2019, il va franchir un cap, un véritable cap, et je sais que vous êtes certains, vous êtes nombreux à avoir entendu parler de ça, un petit bruit de fond comme ça, comme un P diffus dans une salle de cinoche. En 2019, il intègre les Young Leaders de la France China Foundation. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai! Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Moi, je connaissais pas. France China Foundation, je pensais que c'était un buffet illimité sur un parking du côté de Dunkerque. Pas du tout. C'est beaucoup plus sérieux que ça. C'est, je te lis ce qu'il y a sur le site, leur objectif. Favoriser le développement de liens durables et amicaux entre personnalités françaises et chinoises et d'encourager la création de projets conjoints. Alors, j'ai regardé, parce que quand tu vas sur leur site internet de la France China Foundation, t'as l'organigramme, quoi, les types, les promos, les promotions chaque année, avec qui est entré et tout. Tu sais, moi je pensais, t'as un peu de tout, tu vois, t'as des gens qui sont pas forcément connus, du monde des médias, du monde de l'entreprise, du monde de l'artisanat, tu sais pas, tu vois. Il y a quand même des noms qu'on connaît tous, tu vois, j'ai fait la liste, je te dis, pêle-mêle, 2020, Jean-Baptiste Djebari, ancien ministre des Transports, tu sais, qui s'est recasé dans une société qui fait des voitures à hydrogène, alors que dans sa fonction de ministre, il a favorisé
l'investissement public de la France dans l'hydrogène. C'est bon, le comité d'éthique, il a dit c'est nickel. C'est d'une transparence incroyable, on ne voit rien. Donc ils ont dit c'est bon. Olivia Grégoire, porte-parole du gouvernement, elle a été porte-parole une demi-heure, parce qu'après, justement, ils l'ont remplacée par Olivier Véran. Aujourd'hui, elle a un poste à la con, délégué au Stabilo-Boss, je sais pas quoi. 2019, tu trouves le nom de Maël de Calan, oui, qui était consultant vaccination de McKinsey auprès du ministère de la Santé et qui est devenu depuis président du conseil départemental du Finistère, un membre de la République En Marche. 2018, Sybille Veil, devenue PDG de Radio France. 2017, là c'est la promo, attention, 4 étoiles. Coralie Dubost, donc l'ancienne compagne d'Olivier Véran. Agnès Pannier-Runacher, alias la Nabila de l'économie. La fierté de travailler dans l'entreprise, la fierté de travailler dans l'usine, pour qu'on dise que lorsque tu vas sur une ligne de production, c'est pas une punition, c'est pour ton pays, c'est pour la magie, et c'est ça que vous pouvez rendre possible. Brune Poirson, ex-secrétaire d'État sous Macron. Enfin, t'as du beau monde, il y a du beau monde, il n'y a pas à chier. Et donc Olivier Véran a rejoint cette troupe de joyeuderie en 2019 de son côté, et c'est vrai que c'est un peu le début de l'ascension pour lui. Parce qu'il a un parcours politique assez éclair, c'est une sorte de fusée. Bon, les réacteurs ne sont pas fonctionnels, mais c'est quand même pas mal, parce que dès 2012, Olivier Véran devient député suppléant à l'issue des législatives. Il est député suppléant de Geneviève Fioraso, qui sera nommé peu de temps après ministre de l'enseignement supérieur sous François Hollande. Durant son mandat, Dimitri arrête avec cet esprit grivois. Et donc, en tant que député suppléant, parce que Geneviève Fioraso va être nommée au ministère, donc elle va devoir quitter son poste de député. C'était à l'époque où cumul des mandats, c'était pas bien. Et Olivier Véran sera à l'Assemblée nationale déjà à ce moment-là, entre le 22 juillet 2012 et le 5 avril 2015. En mars 2015, les élections départementales ont lieu en France. Olivier Véran perd du côté de l'Isère, mais en décembre 2015, quand même, il est élu conseiller régional d'Auvergne-Rhône-Alpes. Merci. Le groupe La Région En Marche, c'est clairement sur une ligne de bonification, d'encouragement, plutôt que sur une ligne de critérisation ou de limitation. En 2017, c'est officiel, le Mozart de la politique émerge et Olivier Véran témoigne de son soutien officiel. Donc Olivier Véran soutient officiellement Emmanuel Macron et il devient alors son référent santé. C'est à peu près à ce moment-là que c'est parti en couille, voilà, plus ou moins, sur l'aspect chronologique. Je suis médecin hospitalier, issu de la société civile. Je reste pour moi ancré profondément dans la société civile, même si aujourd'hui, il s'avère que, sous réserve des résultats grenoblois, que les électeurs de la première circonscription m'ont fait confiance pour être leur député. Donc ça veut dire que je vais mettre entre parenthèses mon métier de médecin, comme je l'avais fait pendant 3 ans lorsque j'étais parlementaire, et me remettre au travail au sein de cette magnifique commission des affaires sociales qui traite des questions de protection sociale et d'emploi. En 2019, on a un joli coup d'éclat. Juste avant de passer au plat, je vais commencer à te mettre un petit peu la bave aux lèvres, de rage, pas d'appétit. On a un joli coup d'éclat parce qu'on apprend que ces indemnités de conseiller régional ont été réduites. Tu dis merde, le pauvre pourra plus s'acheter des strings lui aussi. Et non, c'est pour absentéisme en fait, entre 2019 et 2020. Donc quand tu vois le niveau de présence en général des élus, tu te dis pour qu'on en vienne à te sanctionner, c'est que vraiment, t'es pas très présent, quoi. Ouais, c'est pas faux. Ouais, parce que comme il était déjà ministre de la Santé, il avait gardé ses 2 postes, donc il était absent, c'est normal, en tant que conseiller régional. Donc ils ont dû lui réduire ça. Bon, tu vas me dire, il était ministre de la Santé. Donc en termes de pognon, on est bien. Bon, est-ce que vous êtes chaud, chers amis? La mise en jambe est terminée, l'entrée. Je vous préviens, on va passer au plat. Donc là, clairement, the show must go on. Alors, comment ça va se passer, les amis, cette partie-là? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est sur une émission, on va pas se quitter tout de suite. Ça va être encore que du plaisir, ça va être assez long. Vraiment, prenez popcorn, tomate cerise, une tisane, un whisky, tu fais ce que tu veux, parce que là, ça va commencer à swinger. Donc, je vais vous donner plein de nouveaux éléments, je vais animer, vous allez voir, entre des vidéos, et vous allez retrouver des vidéos de juste milieu, du tout début, tu vas voir. Bon, sur le plan capillaire, on ne juge pas, mais on va naviguer comme ça, entre d'anciennes vidéos, des nouvelles révélations que je vais vous faire, et on va construire un truc, normalement, ça a de la gueule. Donc, on est parti, place au plat. Ah, faut pas déconner, c'est un petit peu la téloge, donc petite page de pub, vous connaissez la maison. Si vous voulez soutenir Juste Milieu, vous le savez, grâce à vous, on est parfaitement indépendant, on se finance nous-mêmes, on se finance grâce à vous, grâce à nos lecteurs, et nos lecteurs de Juste Mensuel, c'est la revue où vous êtes plusieurs milliers aujourd'hui à être abonnés à cette revue qui vous propose un regard différent sur l'actualité.
Et là, on peut dire que c'est une denrée rare. Donc, si vous voulez nous soutenir avec un abonnement 1 an et vous avez 3 mois, voilà, satisfait ou remboursé, pour ça, vous avez 3 mois pour découvrir 3 numéros. Si ça ne vous plaît pas, vous annulez, c'est gratos, je vous rembourse bien évidemment tout. Hein. Et puis vous gardez le numéro que vous avez reçu. Hein. Papier ou numérique, c'est vous qui choisissez. Voilà. Si ça vous tente de découvrir et de nous soutenir pour tout ce que vous voyez, pour ces vidéos, pour la revue, pour le site, pour tout le travail qu'on fournit pour vous, eh bien n'hésitez pas, le lien est dans la description de la vidéo. Un petit clic, vous pouvez nous soutenir, vous avez 3 mois pour tester ça. Et puis nous, on peut continuer à vous régaler. Alors, je ne sais pas si tu te rappelles de tout ça, on était sur Let It Be à l'époque, l'ancêtre de Juste Milieu, ma précédente chaîne YouTube, et déjà là, j'avais fait une série de vidéos qui s'appelait Les scandales du coronavirus, et j'avais fait un épisode entièrement dédié à Olivier Véran, regarde, rappelle-toi. Olivier Véran, tu lui confies la gestion de l'océan Atlantique, il est capable de te dire qu'il n'y a jamais eu une goutte d'eau dedans. Après Agnès Buzyn, Dame Buzyn et son célèbre « Je vous l'avais bien dit qu'en fait j'en savais que dalle », place à notre ministre de la Santé, le nouveau Olivier Véran. Bonjour. Vous avez été nombreux à vouloir voir Olivier Véran sur le grill des scandales du coronavirus. Alors j'ai cherché, j'ai mené l'enquête, j'ai mis mes lunettes en 2001 sur le bout du nez. Et j'en ai trouvé des dossiers. Et je peux te dire que ça pue à des kilomètres à la ronde. Oui, parce qu'Olivier Véran, ministre de la Santé, neurologue de formation, tu te dis, le gars, il maîtrise son dossier. C'est pas un crétin sur le papier. Apparemment, c'est que sur le papier par moment quand même. Hein. Et on commence tout de suite, sans plus attendre, la chronologie des aventures d'Olivier Véran. On commence le 16 février. Je le dis ici en toute transparence, je partagerai avec les Français l'ensemble des informations dont je disposerai, qu'elles soient épidémiologiques, sanitaires, stratégiques. Ah, il y a de la confiance. Ça, c'est le jour de la passation de pouvoir entre Dame Buzyn et lui. La confiance est au rendez-vous. Le coronavirus, là, cette espèce de truc sorti du trou de balle d'un pangolin, commence à faire parler de lui un petit peu. Mais en France, on est détendu du tanga. On est vraiment bien. La température, ça monte. Ça monte. Non, ça descend, regardez. Le 18 février, sur France Inter, Olivier Véran a mis la belle chemise. Il va commencer à claquer des éléments de discours. Tout va bien. D'abord, je n'ai pas besoin de vérifier que la France soit prête. La France est prête. Et elle est prête parce que nous avons un système de santé extrêmement solide. Ah, la confiance est là. Moi, je peux te dire que le virus, on l'attend de pied ferme. On va lui niquer sa grand-mère. Bon, ça, ils l'ont pas dit sur France Inter. Hein. Mais c'est l'idée, regarde. Il y a de la confiance de partout. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas un seul département français qui ne sera pas équipé pour faire face à la menace épidémique si la situation devait se présenter. Croyez-moi, nous faisons attention à absolument tout. Rien ne relève du détail, tout est important. Bon alors forcément, très vite, il y a les premières questions qui se posent. Par exemple, la question des frontières. Est-ce que ce coronavirus, c'est un peu un espèce de touriste qui vient avec son appareil photo, qui passe les frontières comme ci, comme ça. Bon bah le 25 février, on pose la question à Olive. Olive, pareil, tranquillou. Nous ne fermons pas les frontières, non pas parce que nous ne saurions pas le faire, mais parce que ça n'aurait pas de sens. Bon, puis tu vois, donc on parle des frontières, puis on commence à parler du masque aussi, parce que nos copains asiatiques, eux, ils ont l'habitude, avec toutes les pandémies, toutes ces conneries, dès que ça commence à flairer mauvais, ils sortent les masques, ils sont rodés les types. Et nous, on se dit, bon, bah en Europe, on n'est pas plus con que les autres, on va voir, est-ce que c'est utile, monsieur Véran, le masque? Ben regarde, ça, c'est sa réponse en date du 6 mars. Dans la situation actuelle, j'insiste, l'usage du masque en population générale n'est pas recommandé et n'est pas utile. Petite parenthèse sur le masque, parce que c'est vrai que l'ami Olive, il nous en a dit des conneries sur le masque au début. Et donc, il y en a eu tellement dans plein de médias différents que j'ai tout resserré pour que tu vois un petit peu que franchement, le masque au début, on n'en avait rien à carrer. Et c'est grâce à la vidéo de Quoi de News TV. Retrouvez leur compte sur Facebook, ils ont tout bien compilé, je vous montre. Il ne faut pas en porter. Le masque, en population générale, peut être une illusion de protection qui peut réduire l'efficacité des gestes barrières. Porter un masque est inutile, c'est ça que vous nous dites? Porter un masque est parfaitement inutile à l'heure à laquelle je vous parle. Donc voilà, pour le masque, au début, ça servait à rien, c'était aussi utile que la biographie de Nabila en librairie, on était vraiment utilité zéro. Et puis on enchaîne le 9 mars, là il est question du confinement. Mais en réalité, vous savez, ce qui fait que la grippe s'arrête au printemps, c'est pas la chaleur, c'est qu'en fait, au printemps, qu'est-ce qui se passe? On ouvre les fenêtres, on ouvre les portes, on n'est plus confiné dans des lieux, on va dehors.
Et donc, c'est le confinement qui provoque la circulation du virus. Ah ouais, tu rêves pas. Au début, le confinement, ça servait à que dalle pour Olivier Véran. Si, le confinement qui t'a obligé à rester chez toi, à mater l'intégrale de Derrick avant de regarder Tous en cuisine avec Cyril Lignac, bah si, en fait, ça servait à que dalle au début. Ah oui, oh ça c'est beau, Bah alors c'est vrai qu'on enchaîne, là on est le 17 mars, les jours passent, et tu sens que Olive, il est en train d'avoir les fesses qui font bravo. Sur les masques, tu sens qu'on n'est pas si sûr que ça quand même. Regarde, j'ai les notes sous les yeux avec tout ce qu'il y a de plus ordinateur. Sur France Inter, le 17 mars, il nous dit « Nous avons assez de masques aujourd'hui pour permettre aux soignants d'être armés. Nous avons suffisamment de masques FFP2 pour faire face aux besoins hospitaliers et pour équiper les infirmières ou les médecins libéraux. » Bon, alors tu vois, même là, on est serein, bon, y a pas de quoi fouetter une mouette, comme on dit apparemment, on est calé. Bon bah ça, c'est 4 jours plus tard. Ouais, 4 jours, tu comptes, 1, 2, 3, 4. 4 jours plus tard, voilà ce qu'il nous dit, Olive. Lorsque le Covid-19 est apparu, il ne restait qu'un stock d'État de 117 millions de masques chirurgicaux pour adultes et aucun stock stratégique d'État en masques FFP2. Ouais, bah, tiens, en 4 jours, il peut se passer des choses, hein, on sait pas. Hein. Tu veux que je lui dise d'aller se faire enculer? Et regarde ça, la veille du 21 mars, c'est-à-dire le 20, pour ceux qui sont pas vifs. Bah Olivier, il nous fait une marche arrière maîtrisée de main de maître. Tu te rappelles de cette séquence? D'abord, je n'ai pas besoin de vérifier que la France soit prête. La France est prête. Et bah, le 20 mars, voilà ce que nous dit Olive. Nous étions un pays, hélas, qui n'était pas préparé du point de vue des masques et des équipements de protection. Bon, puis je reprends mes notes pour le 8 avril 2020. Là, il y a un entretien au Monde avec Cédric O. Alors lui, c'est O. C'est vraiment la lettre. Sur le plan du nom de famille, il s'est pas fait chier. O. Voilà, terminé. Il est ministre, je sais pas quoi, les trucs technologiques, transition numérique, enfin encore un mec qui sert à que dalle. Et dans Le Monde, ils nous disent tous les deux, en duo, les Stone et Chardenne de la connerie. Ils nous disent, depuis le premier jour de la crise épidémique, nous avons décidé d'être dans l'anticipation, c'est-à-dire de disposer au moment opportun de tous les moyens possibles pour lutter contre la diffusion du virus. Au moment opportun, ouais. C'est-à-dire que, en gros, jusqu'à aujourd'hui, on est quoi? On est le 24 octobre, apparemment, c'est pas opportun. On n'a toujours pas ce qu'il faut, mais on t'a dit au moment opportun. Donc quand tout le monde sera crevé, on va peut-être commencer à avoir ce qu'il faut. Et puis, en guise de conclusion, parce que ça, fallait pas la louper, le 15 juin, sur le plateau de LCI, face à Elisabeth Martichoux. Alors déjà, je pourrais m'arrêter là, que la vanne est belle. Elle a un nom de famille, il est sympa. C'est un peu comme le couple d'amis. Ce soir, on va manger la fondue chez les Martichoux. Bah, t'es content, tu vas passer une bonne soirée. Il y aura de l'olive, il y aura de la pina colada, on va ricaner. Bon bref, en tout cas Olivier, il était chez Martichoux et voilà ce qu'il nous dit. Après cette panoplie de conneries, de contre-vérités et de mensonges, voilà ce qu'il nous dit. Moi, je ressens de la fierté d'Elisabeth Martichoux. Je ne fais pas partie de celles et ceux qui se sont succédés sur les plateaux pour vous affirmer des choses dont ils n'étaient pas sûrs. Ah, de la fierté. Ouais, il est fier. Ouais, il est fier. On est fier de ce qu'on peut. Hein. Les cons, ça ose tout. Et c'est même à ça qu'on les reconnaît. Voilà, donc j'arrête cette chronologie au 15 juin. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu encore trop de gros dossiers, mais on n'est pas à l'abri d'un épisode 2. Oh que non, surveillez la chaîne. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'ami Olive, Olivier Véran. Bon, c'est vrai que Pusher, au départ, il est neurologue, il a des études de médecine. Pour faire de la politique, tu sens que très vite, on s'est rendu compte qu'il avait, je sais pas, l'aisance à l'oral d'un cintre. Donc c'est compliqué dans une crise mondiale. On peut pas leur en vouloir, ils sont incompétents au départ. C'est pas leur métier, donc Donc voilà, donc ça c'est pour Olivier Véran. Donc Agnès Buzyn, check. Olivier Véran, check. J'avais dit on se moque pas. On est gentil sur les cheveux. Il y a eu une évolution, j'ai trouvé mon style. Bon, alors à partir de maintenant, je préfère vous dire, là, faut se mettre en PLS. Mettez-vous en PLS sur le canapé, position latérale de sécurité, parce qu'à partir de maintenant, ça va envoyer du bois. On va attaquer l'année 2021, et là c'est YOLO. Là, c'est roue libre, sans les mains, en descente de l'Alpe d'Huez. Donc là, on est parti. Oh là là, mais c'est pas... Mais Lens, sors de ce corps! Et on commence le 4 mars 2021, première vidéo juste milieu que je vais vous remémorer, vous proposer, pour remonter un petit peu les archives de ces cassolettes. Et là, c'est cette histoire du fameux protocole restaurant, le professeur Raoult qui est déjà la cible de nombreuses attaques de partout, pour des raisons
capillaire, hein, là encore, finalement, surtout. Hein. Et un protocole qui a tout de quelque chose de sérieux et de cohérent, mais qui va être refusé pour des raisons, finalement, qui émanent d'Olivier Véran. Rappelle-toi, première vidéo. Ah, le grand cirque continue, mais là, je crois qu'on tient le numéro vedette. Excusez-vous. Mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Et chaque jour nous apporte son lot de cacahuètes. Hein. Là, on a Martin Blachier qui continue d'être notre nouveau général de Gaulle. Regarde ce qu'il a dit il n'y a pas longtemps. Je pense qu'au contraire, il faut pousser les gens dehors. Je le rappelle, les contaminations ne se font pas en extérieur. C'est bien pour ça que cet été, l'épidémie est restée strictement calme. Il ne faut pas affoler les gens sur les scènes qui se passent en extérieur. Les contaminations sont toujours cachées parce qu'elles se font en intérieur. Et plus récemment, on a aussi eu le premier adjoint d'Anne Hidalgo, Emmanuel Grégoire, qui nous a fait plaisir. Le 25 février, il déclare à la presse que la mairie de Paris envisage un confinement total de 3 semaines pour retrouver une vie normale. Le 1er mars, t'as Anne Hidalgo qui débarque, qui dit « Oui, alors concernant ce qu'a dit l'Élysée d'un potentiel confinement à Paris le week-end, c'est inhumain. » Voilà. Ouais. Ils n'ont pas dû se parler, je veux dire, le mec est juste premier adjoint, donc ils se croisent pas, je veux dire. Non, puis sinon, encore plus récemment, t'as Emmanuel Macron, tu sais, par rapport aux mesures et tout ça, la levée des mesures bientôt, il a dit 4 à 6 semaines. Ouais. Hors taxe, bien évidemment. Mais là, ce que j'ai à te dire, c'est beaucoup mieux, tu vas voir. J'écoute. Et le professeur Raoult himself et toute sa team de l'IHU Méditerranée ont développé un protocole pour ouvrir les restaurants. Mais si je t'en parle, c'est qu'il y a une embrouille. Oui, parce que tout ça part d'un constat très simple. Hein. Depuis le mois d'octobre 2020, il y a eu du couvre-feu, il y a eu du confinement et tout ça. Mais on voit quand même que les chiffres sont remontés en janvier et qu'on est toujours sur un plateau haut, tu vois. Donc au début, on a accusé les restaurateurs, mais à un moment donné, ils peuvent pas porter le chapeau alors qu'ils sont fermés, les gars. Bon, tu vas me dire, on a un petit peu accusé tout le monde. Hein. Y a eu les visons, y a eu les touristes, les vieux dans les EHPAD, les toasts au pain de mie. Enfin bon, c'est la faute de tout le monde. Sauf du gouvernement. Non. Là, c'est bon. Là, on a des études. Par contre, le reste, voilà. Ouais, c'est pas faux. Et donc, professeur Raoult et son équipe, ils ont proposé un protocole sanitaire que je vais t'expliquer, qui est soutenu par Renaud Muselier, président de la région PACA, et par Martine Vassal, présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Donc on a la fine équipe derrière lui. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de protocole? On en a parlé récemment, notamment dans Le Figaro du 27 février, qui explique un petit peu les tenants et les aboutissants d'un protocole visant à rouvrir les restaurants. Parce qu'à un moment donné, on a envie d'envoyer une bavette d'aloyaux. Là, ça commence à faire long. Où sont les poulards? J'ai faim! La petite parenthèse, après on revient sur l'affaire du protocole, mais j'ai fait le quiz juste milieu pour le mois de février. 10 questions, 10 points, puis t'as ton score. Comme ça, on ricane. Le lien est tout en haut de la description de la vidéo. Tu cliques, tu fais le jeu, puis c'est drôle, oh. Allez, on continue. Donc cette histoire de protocole repose sur une machine développée par l'IHU Méditerranée afin de détecter des fragments d'ADN du virus dans la bouche des gens qui vont souffler. Et ça prend entre 2 et 7 minutes en moyenne. Donc on est vraiment là sur le temps de reproduction du tapir. C'est très rapide. Et en plus, on a une efficacité estimée à 96%. Mais dis-moi pas que c'est pas vrai! Donc là, on est juste en dessous d'un discours de Sibeth Ndiaye en termes d'efficacité. Et pour être encore plus sûr, parce que le professeur Raoult, c'est pas un dindon de la farce, ils vont en parallèle dans ce protocole analyser les eaux usées des restaurants pour voir s'il y a, là encore, des traces de virus. Donc on est sur quelque chose de carré. L'objectif est très clair, démontrer scientifiquement qu'il est possible de rouvrir les restaurants et les bars si on ne fait entrer que des gens qui ne sont pas contaminés. Sur le papier, ça a l'air très simple, et tout à fait logique. C'est vrai que c'est le côté con de l'histoire, c'est que les pauvres restaurateurs, ils sont fermés depuis octobre, mais on n'a quasiment aucune preuve de l'intérêt de cette mesure. Enfin si, on en a une, mais tu vas voir la gueule de la preuve. On dirait Loana. Oh, ça c'est pas très gentil. C'est une étude publiée le 10 novembre 2020 dans la revue scientifique Nature. Ça, c'est de l'américain. Une étude menée aux USA entre mars et mai pour évaluer les lieux où les gens se contaminaient le plus,
les restaurants sont arrivés en tête, mais il faut quand même rappeler, et ça, on ne le rappelle pas beaucoup, qu'à ce moment-là, aux États-Unis, les mesures contre le Covid, c'était encore le Club Med. C'est-à-dire que le masque n'était pas obligatoire, les mesures de distanciation non plus. Donc, si tu veux, forcément que ça se contaminait un petit peu. Là, le but du jeu, avec ce que propose l'ami Raoult, c'est de faire quelque chose de propre. Donc, on est quand même loin de cette étude en bois. Mais bon, c'est pas grave, tout le monde se base dessus depuis le début. Hein, je veux dire, conseil scientifique, ils n'ont pas jugé bon de faire une étude en France. Ouais. Non, ils ont dit c'est bon, on reste là-dessus. Ouais. Ah, c'est pratique la science comme ça qui n'avance pas. Hein. Je veux dire, c'est impeccable. Ça fait beaucoup là, non? Ah mais je te sens confiant là avec cette histoire de protocole, t'es en train de te dire chouette, on va pouvoir bientôt aller grignoter un bout avec les copains. Non. Voilà, là on est sur le cliffhanger de la vidéo. Ouais, accroche-toi, ça va zouker. Ah oui, parce qu'Olivier Véran a reçu la semaine dernière une demande d'autorisation d'expérimentation. Pour l'instant, pas de nouvelles. Non. Il y a autre chose à faire. Peut-être le biceps musclé. Tu te rappelles de ça? Eh, on n'a rien sans rien. No pain, no gain. Bon, alors t'as quand même l'agence régionale de santé PACA qui a communiqué. Ouais, je te lis. Hein. Le département des Bouches-du-Rhône connaît actuellement une situation épidémiologique particulièrement préoccupante. Ce contexte ne permet pas la mise en application d'une telle expérimentation dans l'immédiat. L'idée est intéressante, elle reste hélas prématurée. Ouais, non. C'est-à-dire, je pense qu'ils vont même pas laisser la chance au truc, ouais. Alors là, je suis étonnée. Après, chacun fait son pronostic. Hein. Dites en commentaire si vous pensez que le protocole va être autorisé. Moi, j'y crois moyen. Hein. Tu sens que ça commence à sentir le chou-fleur quand même. Hein. Mais bon, c'est parce que voilà, la situation est préoccupante. Donc faire des mesures pour éviter que les gens se contaminent, pour l'instant, c'est pas le but du jeu. Non, on va faire autrement. Couvre-feu, ça c'est bien. Couvre-feu, les gens restent chez eux, ça c'est une bonne idée. Ça. Tu veux que je lui dise d'aller se faire enculer? Donc voilà cette petite vidéo sur le protocole restaurant proposé par le professeur Raoult et son équipe. Que va dire Olivier Véran, notre ministre de la Santé? À mon avis, on se dirige sur un non, hein, ferme et définitif, mais on va voir. On peut être surpris avec ce gouvernement. C'est la vie. Donc tu vois très vite, tu comprends qu'en plus dans un contexte explosif, contexte d'épidémie, on a des bisbilles internes. Il y a des bagarres internes avec une ligne politique qui ne doit pas être empiétée, qui ne doit pas être détournée par d'autres intervenants médiatiques ou scientifiques. Et c'est le cas du professeur Raoult qui finalement a eu le malheur de ne pas faire partie de la cohorte de spécialistes autorisés, on va dire, quand on a considéré que la parole d'un docteur Marty avait plus de poids, plus de sens que celle d'un professeur Raoult, au prétexte de l'affaire par exemple de la chloroquine, alors que personne n'a fait de procès par la suite sur l'affaire du Lancetgate, on va en reparler. Donc on comprend vite qu'en plus il y a une sorte de parole autorisée, portée par des personnes autorisées, et que ce contexte sanitaire semble quand même cacher certaines choses. Là, on est en mai 2021, rappelle-toi, on commence à parler de l'application Stop Covid, où on te dit non, mais il n'y aura peut-être pas de passe, on va voir et tout. Et en fait, cette application elle-même cache un véritable scandale au niveau de l'appel d'offres. Il n'y en a pas eu, rappelle-toi, vidéo juste milieu. Ah, il nous aura tout fait, hein. Des mensonges, des coups de gueule antidémocratiques à l'Assemblée, de l'incompétence en veux-tu en voilà, et maintenant une accusation de favoritisme. Y a pas à dire, Olivier Véran, il a la santé. Taisez-vous. Non mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Et avant de commencer, vous le savez, on fait comme les youtubeurs, un juste milieu grossit jour après jour, comme moi au buffet illimité, donc on y va, les pouces bleus, ça fait plaisir, et abonnez-vous, c'est important, bientôt 100 000, parce qu'il faut le dire, si vous regardez la vidéo, vous vous dites, ah je vais faire ça plus tard, non, tu t'abonnes maintenant, après la vidéo continue, oh, on est peinardos, tu connais. Et vous le savez, hein, aujourd'hui on va parler de cette fameuse application Stop Covid, devenue tous anti-Covid, le même nom pour une même daubasse. Ah, c'est une affaire comme on les adore, un saupoudré de miel flambé au Grand Marnier, on va s'en mettre plein les babines. Continuez Jackson, vous m'intéressez. Donc avant d'aborder le scandale qui nous intéresse aujourd'hui, on va remonter un petit peu cette histoire d'application Stop Anti-Covid. Ah, tout avait commencé en douceur. Ah, il faut remonter au jeudi 26 mars 2020 et à une déclaration de Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur de son État, qui avait dit sur France 2, il était formel, que toutes ces histoires d'application de traçage n'auraient pas lieu en France parce que, je cite, « ça n'est pas dans la culture française ». Ouais. Ah, il avait même dit, je fais confiance aux Français pour que nous n'ayons pas besoin de mettre en place ces systèmes qui atteignent la liberté individuelle de chacun. Ouais, on est en mars 2020. Bon, là, il nous faisait encore confiance. Ouais, si.
Qui saute pas n'est pas Marseillais. Oh, et puis 27 mai 2020, hein, ça y est, l'idée d'une application est validée par le Sénat. Tu vois, il aura fallu même pas 3 mois hein, pour que on passe de on vous fait confiance à maintenant c'est la chicotte. Hein. Donc Stop Covid, hein, c'est le nom qui est donné au départ à cette application en France, va devenir tous anti-Covid à partir du 27 octobre 2020. Je pense qu'il y a dû avoir une réunion. Parce que vraiment, il y a cette recherche comme ça d'un nom de merde. On imagine la réunion. C'est bon, Michel, Stop Covid, c'était un peu trop bien. On a quoi en stock? All Against the Covid? Non, c'est anglais, c'est nul. On a quoi d'autre? Tourdos contre le Covid. Non, ta gueule, Juan, t'es chiant, on a dit français. Hein, tous anti-Covid. Ah ben voilà, ça c'est bien. Et donc, une dernière nouvelle en date sur le fonctionnement de cette application. À partir du 13 mai 2021, hein, l'application qui au départ n'était destinée qu'à tracer les contacts entre les malades et tout ça, va intégrer les fonctionnalités liées au pass sanitaire. La boucle est bouclée. Alors très vite, hein, pour continuer à te raconter l'histoire de cette application, très vite, ça sent le succès à plein nez. Hein, on sent très vite que ça va être une belle opération à l'image de toutes les grandes réussites de notre gouvernement dans le cadre de cette gestion de crise. Bon, initialement, je n'ai pas compris cette phrase. Ouais, entre juin et octobre 2020, on a 2,6 millions de téléchargements en France, là où on est à 16 millions pour l'application britannique et 18 millions pour l'application allemande. Je sais qu'il y en a qui sont pas ouf en maths, c'est beaucoup plus. Ouais, c'est beaucoup plus, si. Et puis bon, pour mettre en confiance les gens, hein, alors que le gouvernement multiplie les éléments de langage pour dire « Oh, vous la téléchargez l'application, on a fait ça pour vous », le 24 septembre 2020, hein, sur France 2, dans l'émission « Vous avez la parole », on a des membres du gouvernement qui s'expriment sur l'application. Ouais, Jeannot Castex, Dupond-Moretti et Schiappa. Donc c'est les Power Rangers, les costumes en moins, et regarde ce qu'ils vont dire. Jean Castex, avez-vous téléchargé l'application Stop Covid sur votre téléphone? Non. Non? Pourquoi? Non. Non, parce que je n'ai pas chargé, je ne l'ai pas fait. Mais pourquoi? Mais vous poussez les Français à le faire, vous ne l'avez pas fait? Oui, je pousse les Français à le faire, mais je ne l'ai pas fait parce que, voilà, je l'ai pas fait. Vous êtes honnête, mais c'est... Voilà. C'est un peu déroutant. Faites ce que je dis et ne faites pas ce que je fais. Non. Ouais, même eux, ils en ont rien à battre. Alors tu sais, quand après ils viennent faire la leçon pour dire aux gens, vous êtes irresponsables, ça nous passe au-dessus des lobes, hein, comme disait Sébastien. Juste une question. Je vais vous demander de lever la main, messieurs les ministres, d'être aussi honnête que le Premier ministre. Qui a téléchargé Stop Covid? Éric Dupond-Moretti et Marlène Schiappa, mauvais élèves, tous les autres. C'est le clan Castex. Hein, et puis bon, hein, forcément, les semaines vont se succéder. L'application va continuer à être un échec cuisant. Et le 14 octobre 2020, Emmanuel Macron va le reconnaître. Enfin non, il va pas exactement le reconnaître. Il va dire « ça n'était pas un échec ». Mais ça n'a pas marché. Ouais. Je pense qu'il nous prend pour des lapins de 6 semaines, mais bon, après c'est comme ça, hein. Peut-être qu'il a raison quelque part. Et on en vient donc au scandale de cette vidéo, hein. En même temps, t'es bien là pour quelque chose. On va commencer à décortiquer ce qui fait parler. On a eu des dernières infos encore très récemment. C'est du croustillant, c'est du croquant. Alors déjà, le coût de cette application, hein, tous anti-Covid, Stop Covid, tout ça, le coût, ça fait friser les moustaches. Sans patate! Tout commence avec un article de l'Obs sorti en juin 2020. Ouais, on apprend dans l'article que le coût de la maintenance et de l'hébergement de l'application est situé entre 200 000 et 300 000 euros par mois. Alors qu'au départ, on était plutôt sur du 180 000 euros annoncé. Ouais, c'est quasiment le double. Ouais, quasiment. On apprend également que tout ça est géré par la société Outscale, qui est une filiale de Dassault Systèmes. Ouais, non, c'est rien encore, calme-toi. Bon, alors c'est vrai que tu vois, par rapport au coût, hein, c'est pas une paille, on a Cédric O. Alors lui c'est haut, ouais. D'où la chanson de Tina Arena, Aller plus haut, hein, qui était une sorte d'hommage quelque part. Ouais, et le 27 mai 2020, Cédric O, qui est secrétaire d'État chargé du numérique, il nous l'avait dit. Hein. Il nous l'avait dit, le prix sera négligeable. Ah si, c'est négligeable, 200 000 balles, t'as quoi pour ça? Un orteil de Kylian Mbappé? Je veux dire, ça va. Donc on commence doucement, hein, vous l'aurez compris, avec un coût d'une application qui est un échec cuisant, un coût qui dépasse ce qui avait été prévu, mais le mieux se situe au niveau de l'appel d'offres. Enfin non, mais tu vas comprendre. Ah oui, parce qu'en France, il y a des lois, encore un petit peu. Et il y en a une qui prévoit que pour ce qui est marché de fournitures et services, des marchés conclus avec le public, à partir d'un montant de 139 000 euros hors taxe, on doit faire un appel d'offres. C'est obligatoire. C'est la loi. Donc c'est officiel. Tu as les livres, les livres rouges
qui coûte très cher. Ben voilà, c'est écrit dedans, donc là c'est officiel. Bon, et ben justement, l'association Anticor, qui est une association française qui lutte contre la corruption en politique en France. Alors autant te dire que les mecs ne chôment pas. Ah ça c'est clair. Bon, et ben Anticor, ils ont creusé cette histoire, parce qu'ils ont relevé un problème léger, qui n'avait pas eu d'appel d'offres. Ouais. Bah, pourtant, je te lis, ils ont décortiqué tous les montants, et on est au-dessus de 139 000 € hors taxes. Quelles sont vos sources? Si jamais tu veux regarder, toutes les sources sont dans la description de la vidéo. Et Anticor, ils nous disent, les licences, 69 676 € par an. Le support utilisateur, 720 000 € par an. L'animation du déploiement, 432 000 € par an. L'hébergement, 576 000 € par an. Ça fait un bel hôtel. La campagne de communication, 2 793 000 € par an. Tout ça, d'après Anticor, constituerait désormais un marché d'un montant total de 6,5 millions d'euros TTC, passé sans appel d'offres en méconnaissance du code de la commande publique. Ah, on est bien. Et donc tout ça, effectivement, l'attribution de ce marché de l'hébergement et de la maintenance de l'application Stop Anti-Covid / Tous Anti-Covid, tout ça a été fait par le gouvernement français sans aucun appel d'offres, aucun. Zéro. Donc forcément, on a appris récemment que dès le 10 juin 2021, l'association Anticor avait saisi le parquet national financier pour dire « Oh, et le parquet, alors ok, vous êtes brillant, mais va falloir vous bouger le cul parce qu'il y a un truc qui coince. » Et donc le motif de cette saisine, c'est un motif de favoritisme. En effet, la question se pose de savoir pourquoi le gouvernement a favorisé certaines entreprises sans aucun appel d'offres, et tout ça en vue de donner la gestion de la maintenance et de l'hébergement de l'application. Une enquête préliminaire a été ouverte en septembre 2020, et ça on l'a appris très récemment, c'est l'AFP qui a partagé cette information, mais il y en a une autre qui est intéressante. Et oui, parce que Anticor, ils ont aussi porté plainte pour la même affaire auprès de la commission des requêtes de la Cour de justice de la République. Ouais, c'est la seule Cour de justice qui est capable de poursuivre des ministres en activité. Alors autant Anticor, ils chôment pas, eux ils sont peinardos. Tu sens que les mecs, c'est un peu comme les Mikado, le premier qui bouge, il a perdu. Ouais, elle est pas de moi, celle-là, je suis un peu un voleur, c'est mon côté Olivier Véran, qu'est-ce qu'il y a? Ah, et la Cour de justice de la République, elle a classé la plainte. Elle a dit non, on n'a pas assez d'éléments. Enfin, je vais te dire exactement, ils ont dit pas suffisamment d'éléments pour permettre de dire que c'est Olivier Véran lui-même qui avait conclu les contrats dénoncés comme litigieux. Tu veux que je lui dise d'aller se faire enculer? Ouais, donc on peut estimer à la lecture de cette phrase qu'ils sont conscients qu'il y a un problème, mais on peut pas dire que c'est que Olivier Véran. Non. Ah non, il n'a pas pu faire ça tout seul avec ses petits bras musclés, parce qu'il n'a pas le temps. Donc oui, il n'y a pas eu d'appel d'offres, oui, c'est complètement illégal, mais c'est pas Olivier Véran. Donc la plainte a dégagé x12. Donc pour l'instant, l'enquête continue du côté du parquet national financier, même si je vais être très honnête avec vous, j'ai l'impression d'être un supporter de l'Olympique Lyonnais. Ah, je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'espoir dans cette affaire. Oui, parce que si on prend une affaire à peu près similaire, tu t'en rappelles, on était le 15 octobre 2020. Dès 6 h ce matin, leurs bureaux et domiciles ont été perquisitionnés dans le cadre d'une information judiciaire pour abstention de combattre un sinistre. Il y avait eu des perquisitions chez Olivier Véran, Édouard Philippe, Agnès Buzyn, Jérôme Salomon et Sibeth Ndiaye. Ah, il y avait eu des perquisitions. Il y a des gens qui étaient entrés chez eux. Ah bah, ils n'ont pas trouvé de courage politique. Non, mais ils cherchaient autre chose. Et on avait appris à ce moment-là qu'une information judiciaire avait été ouverte sur le motif d'abstention de combattre un sinistre. Ah bah l'enquête, on n'a pas de nouvelles. Je sais pas vous, mais moi personnellement, j'ai suivi ça de près. L'enquête est en cours. Donc si ça fait pareil pour cette affaire d'attribution de marché, on n'est pas prêt d'avoir des nouvelles. Je préfère vous le dire. Alors vous le savez, je suis là, je reste aux aguets. Mais franchement, noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Donc voilà, messieurs, dames, pour cette affaire Stop Covid, tous anti-Covid, favoritisme, peut-être corruption, osons les mots, osons tout. François Ozon également, qu'on embrasse. Donc pour cette vidéo, on y est, c'est la fin, quasiment. Donc n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez. Le 25 juillet 2021, on enchaîne parce que tout ça va vite. Le gouvernement balance des messages plus contradictoires que jamais. Un coup c'est oui, un coup c'est non. Il n'y aura jamais de passe, c'est promis. Là, on nous dit que le pass sanitaire s'arrêtera au 15 novembre, rappelle-toi. Eh ben, on se rend compte que c'était une promesse à la con. Globalement, Olivier Véran s'est distingué par des messages plus contradictoires que jamais. Tu vas voir au dessert, on va en reparler. Mais
il est vrai que c'est assez incroyable en fait. Et c'est pour ça que je voulais vous proposer cette émission exceptionnelle, pour se remémorer tout ça, se remémorer toutes ces déclarations, toutes ces promesses, tous ces scandales que l'on a oubliés parce qu'on est tellement surchargé. Et on avait parlé justement de cette histoire de mensonge sur la date de fin du pass sanitaire. Autre vidéo archive juste milieu. À une époque où tout vire au n'importe quoi, j'ai un message de paix et de fraternité et de sororité, les amis. Que vous soyez pro-pass, anti-pass, pro-vax, anti-vax, supporter de l'OM ou du RC Lens, unissons-nous main dans la main pour que tous ensemble, on se foute de leur gueule. Taisez-vous. Non mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Avant d'attaquer dans cette vidéo qui ne sera pas piquée des hannetons, je préfère prévenir tout de suite, n'oubliez pas de vous abonner. Il y a un petit bouton qui est bien foutu, entièrement dédié à cette fonction. Le but, c'est 200 000 abonnés avant la fin de l'année, vous le savez. Hein. Et tout ça, ce sera grâce à vous. Et puis si on arrive, là, je sais pas, je me fais tatouer le portrait d'Emmanuel Macron sur le cubitus, tout est possible. Tu peux aussi mettre le pouce bleu. Voilà, ça mange pas de pain. Bon, alors avant d'attaquer cette vidéo, tu l'auras compris, sur le pass sanitaire qui risque d'être prolongé, on va se passer un petit peu la brosse à reluire. Ouais, c'est pas souvent, mais là, j'aimerais reconnaître que Juste Milieu avait soulevé le lièvre to put up the rabbit, parce que là, vraiment, ce que je vais vous dire, je vous en avais parlé il y a au moins 2 semaines. À qui le dites-vous? À vous. Ah oui, rappelle-toi, le 1er septembre, il y a eu un article sur le site internet Juste Milieu. Ouais, n'hésitez pas à aller faire un tour, le lien est dans la description de la vidéo. C'est important, comme ça remonte dans les moteurs de recherche. Ouais, tous les jours, j'écris des articles et tout, hein. Tu vas voir, on rigole bien. Bon, bah, le 1er septembre, je vous avais écrit un article parce que c'est vrai que j'avais lu la presse, comme tous les jours, et il y a le journal L'Opinion, le même jour, le 1er septembre. T'as vu la réactivité du type, qui avait sorti une info comme quoi Jean Castex planchait déjà à ce moment-là sur un texte de loi pour prolonger le pass sanitaire au-delà du 15 novembre. Et ça faisait 3 lignes. Ouais. Personne n'a relayé. Enfin, quasiment personne, à part L'Opinion, Juste Milieu, peut-être 4 autres badauds qui passaient par là. Ah bon, bah tu vas voir, hein, aujourd'hui, c'est extrêmement rigolo de voir à quel point les médias sortent leur meilleur jeu d'acteur, on dirait Marion Cotillard dans Batman. Les mecs te disent oh, « Qu'est-ce qui se passe? Pass sanitaire au-delà du 15 novembre? Mais on savait pas !» Ça fait 2 semaines que l'info est sortie. Si une banane comme moi a pu la dénicher, c'est que les mecs n'avaient pas envie d'en parler. Donc on va attaquer en toute souplesse sur le sujet de la vidéo aujourd'hui, cette question de prolonger le pass sanitaire au-delà du 15 novembre. Bon, donc on va aller dans le vif du sujet parce que c'est vrai qu'on commence doucement à croire qu'il s'agit d'une stratégie millimétrée de la part du gouvernement de multiplier les annonces contradictoires pour finalement appliquer la feuille de route. Ouais, c'est pas faux. Alors c'est vrai que le pass sanitaire, c'est quand même le François l'embrouille du coronavirus, parce que depuis le début, ça sent le vin rouge mal fermenté. On est sur de la piquette, on est sur du vinaigre. Rappelle-toi le 21 décembre 2020. Jean Castex, déjà à l'époque, proposait un projet de loi qui s'appelait, je cite, « Projet de loi instituant un régime pérenne de gestion des urgences sanitaires ». Et ce projet de loi incorporait déjà à ce moment-là l'idée du pass sanitaire. Alors forcément, c'était à l'époque où on avait encore à peu près une opposition politique qui n'hésitait pas à critiquer l'action gouvernementale. Beaucoup de partis politiques étaient vent debout. Ah vraiment, ils étaient pas contents. Ils ont dit non, on peut pas faire ça, vous allez pas obliger les gens à se vacciner avec un pass, c'est scandaleux. Ouais, donc le lendemain, 22 décembre, t'as Olivier Véran qui fait le service après-vente, il avait mis sa blouse Darty. La vaccination contre le coronavirus ne sera pas obligatoire. Le président de la République s'y est engagé, le Premier ministre également. J'ai eu l'occasion de le dire, le vaccin contre le coronavirus ne sera pas obligatoire ni pour prendre un transport en commun, ni pour rentrer dans un restaurant, et évidemment pour aller travailler. Il est arrivé, il a dit non, finalement, laissez tomber, on déconne, non, c'est Jeannot, il est un petit peu bourré, enfin bref, on va pas le faire. Tu mens, il ment. Enfin, on va pas le faire. Ils ont dit que pour l'instant, c'était pas tout de suite, mais le verre était dans le fruit, tu vois. The worm was in the fruit. Mes petits souvenirs quand même à l'époque, parce que moi, tu le sais, je suis un nostalgique. Hein. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me caractérise. Olivier Véran, le 22 décembre sur le plateau de TF1, là, tu sais, où il était venu nous dire non, il n'y aura pas de passe sanitaire. Il nous avait dit aussi que... De quoi s'agit-il ? Il s'agit d'une mauvaise polémique qui est née d'un tweet de la responsable du Front National ce matin. Et on y a cru.
Et donc toujours ce bon vieil Olivier Véran qui, le 25 juillet dernier, devant l'Assemblée nationale, nous avait pourtant dit que le pass sanitaire était défini dans le temps. Bien sûr que ça n'irait pas au 15 novembre, vous êtes zinzin ou quoi? Ce pass sanitaire ne saurait donc être prolongé au-delà de la date du 15 novembre, qui est la date consensuelle entre les députés et les sénateurs réunis en commission mixte paritaire. Le 15 novembre, ce n'est pas si loin. Ouais, c'est vrai que ça fait plusieurs semaines qu'on commençait à se détendre sur la question du pass sanitaire. Alors oui, il y a des mobilisations, il y a des Français qui sont contre, bon, et qui ne sont pas entendus. Ça, voilà, c'est comme ça. Si tu n'aimes pas, n'en dégoûte pas les autres. Mais tu vois, même Emmanuel Macron, tu sens qu'il devenait détendu du slibard. Le 16 septembre dernier, il nous déclarait quoi? Dès que les conditions sanitaires le permettront, et à mon avis, quand je vois les chiffres, ça ne va pas venir si tard, on pourra se permettre, sur les territoires où le virus circule moins vite, de lever certaines contraintes et de revivre normalement. Putain, on a repris espoir, tu vois. Même moi, je commençais à retrouver le sourire. J'ai écouté l'album des Kids United. Je me suis dit, ça y est, c'est le bonheur. Puis même à l'étranger, hein, quand tu jetais un œil au-delà de nos frontières, t'as les Britanniques. Quand on dit pass sanitaire, ça casse les couilles, on arrête. T'as le Danemark, t'as la Suède. On s'est dit, bon bah nous, on n'est pas plus cons que les autres. Peut-être que c'est momentané, tu vois, histoire d'endiguer un petit peu le virus, là. Puis une fois que le coronavirus, il a filé, ben on est reparti. Et non, c'est pour ça que je fais une vidéo, parce que tu vois, s'il y avait de l'espoir, je serais dans mon canapé à regarder Motus. Donc non, si je te fais une vidéo, c'est que c'est parti en couille. Et oui, comme je te disais, Jean Castex est actuellement en train de préparer un projet de loi pour prolonger le pass sanitaire au-delà du 15 novembre comme prévu. Les médias s'en sont fait l'écho le 20 septembre, et tous ici sont mis. Alors que comme je te le disais en préambule, enfin tu vois, tout ça est bien construit quand même. Ça fait 15 jours qu'on sait qu'il est dessus. 15 jours, ouais. Toutes les sources, naturellement, sont en description de la vidéo. Alors, comme depuis le début, si tu veux, bon, t'as les médias qui te disent non, il prépare un projet de loi. Comme s'il avait une feuille de brouillon, tu sais, un crayon à papier HB, et tu sais, il écrit, ah tiens, c'est un projet, Non, projet de loi, ça veut pas dire brouillon, c'est-à-dire que ça va finir à la corbeille. Projet de loi, ça veut dire que ça va être mis en place. La question, c'est pas si oui, la question, c'est quand. Continuez, Jackson. Vous m'intéressez. Oui, parce que comme on l'apprenait dans les médias, Jean Castex se serait déjà entretenu sur le sujet avec la présidente de La République En Marche de la Commission des lois de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, et ce lundi, il est également prévu qu'il reçoive le président du Sénat, Gérard Larcher. C'est vrai qu'il va avoir du mal à lui expliquer parce que Gérard Larcher, c'est pas une flèche. Donc voilà, je pense que vous la sentez tous venir, cette prolongation. À mon avis, les carottes sont cuites. Ouais. Mais bon, c'est comme ça. Puis bon, enfin, restez détendus. C'est pas parce qu'on a cru que le pass sanitaire allait sauter comme la situation s'améliore de manière extrêmement positive. C'est pas parce qu'on y a cru qu'il faut tirer la gueule. Regarde Jean Castex, dimanche dernier, il était au Parc des Princes. Ouais, il a pris des photos avec Messi, Neymar, Mbappé. Il a pas l'air stressé, regarde, on dirait qu'il va jouer dans le prochain Camping Paradis. Non, puis il faut faire confiance. Il y a un vent de défiance en France. Ça, c'est un truc qui m'énerve. Il y a un vent de défiance, les gens n'ont plus confiance. Sous prétexte que par moment, la ligne du gouvernement a pu varier, mais tout ça, c'était l'urgence, on ne pouvait pas savoir. L'hôpital français est prêt, la médecine de ville est prête. Nous faisons en sorte de fournir tout le matériel nécessaire aux hôpitaux. Nous étions un pays, hélas, qui n'était pas préparé du point de vue des masques et des équipements de protection. Non, on ne pouvait pas être honnête et dire bon, écoutez, on ne sait pas trop, on va avancer pas à pas. Non, fallait rassurer les gens. Donc ce climat de défiance, moi personnellement, m'irrite. Voilà, je le dis. Attends, moi j'ai confiance. C'est pas comme si, voilà, ils ont quasiment jamais changé de ligne, le gouvernement. Les messages ont toujours été rectilignes, quoi. Moi j'ai confiance, voilà, c'est comme ça. D'accord. Ouais, donc voilà, tu l'auras compris, cette affaire de passe sanitaire. Petite pointe d'ironie sur la fin. Non, personnellement, ça commence à me chauffer les glaouis, j'ai envie de te dire. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Le 26 août 2021, Olivier Véran déclare « Il n'y aura pas d'impact de la 3e dose sur le pass sanitaire. Que vous alliez prendre votre rappel ou non, vous garderez le bénéfice du pass sanitaire. » Donc là, les gens commencent à se détendre. Ils disent bon, « C'est bon, on a fait 2 fois pic-pic, maintenant on est tranquillou. » Non, et ça c'est un article de Libération du 10 novembre 2021 qui reprend une déclaration récente à ce moment-là d'Emmanuel Macron qui lui dit l'inverse. Il officialise le 9 novembre une obligation du rappel du vaccin pour les plus de 65 ans afin de conserver le pass, obligation qui va ensuite s'appliquer sur toute la population. Donc on comprend de manière maintenant évidente, implacable, que cette parole gouvernementale en fait est surtout faite
d'une graine que l'on va semer dans les esprits avec des déclarations assez floues. Au début, on commence à caresser, par exemple, l'idée du pass sanitaire, à dire « ouf, peut-être, non, quand même ». L'idée s'enracine, on en parle de plus en plus, comme un écho qui s'amplifie dans la vallée. Et puis, quand ça devient officiel, les esprits sont prêts et les gens se disent « bah oui, après tout, pourquoi pas ». Je dis pas que c'est censé te rappeler ce qui se passe avec le confinement énergétique, les restrictions d'énergie et tout. Mais regardez à quel point ce bruit va s'amplifier petit à petit et devenir une évidence au moment voulu. 6 septembre 2021, on vit un événement extraordinaire. Même Patrick Cohen, l'incontournable Patrick Cohen, journaliste et notamment chroniqueur de l'émission C'est à vous sur France 5, même lui va s'en prendre à Olivier Véran. Autre archive. Ah, l'année 2021 est complètement zinzin. L'intervention journalistique la plus courageuse de l'année pour l'instant a été offerte par Patrick Cohen. Excusez-vous. Non mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Ah les amis, avant d'attaquer cette nouvelle vidéo qui s'annonce pimentée à souhait comme vous l'aimez, relevez fumée au bois de hêtre, n'oubliez pas de vous abonner. Ça c'est important, il y a un bouton, le système est bien pensé, et vous pouvez mettre le pouce bleu, 2 clics pour un sourire, ça fait pas de mal. Ah, vous le savez, Patrick Cohen, c'est l'un des chouchous sur Juste Milieu. Déjà 2 vidéos à son actif, notamment autour de son clash avec le professeur Didier Raoult. 2 vidéos qui vous ont plu, qui ont plutôt bien marché. Plus de 600 000 vues pour ces 2 vidéos. Ah, et là, c'est pas mal. En même temps, je vous connais, bande de sacrés galopios. Quand il y a de la castagne, vous êtes toujours au rendez-vous. Bon, alors c'est vrai que Patrick Cohen et le professeur Raoult, tu sens que les deux pouvaient pas trop se piffrer, et ça remonte à plusieurs années. Et là, forcément, Covid oblige, Patou Cohen lui en a mis plein la barbichette. Mais bon, ça après, c'est le jeu, c'est la vie, et Juste Milieu était là pour compter les points. Ah, vous connaissez la guinguette, autant j'ai tapé volontiers sur les chroniques de Patrick Cohen, qui étaient ouvertement subjectives et pleines de parti pris à l'encontre du professeur Raoult, autant là, j'ai été obligé d'avaler mon chapeau, comme disait Laurent Alexandre. Et ouais, parfois, il faut savoir reconnaître, quand les faits ou les gens nous donnent tort, l'honnêteté intellectuelle commande de le reconnaître. C'est tout l'objet de cette vidéo. Maintenant, ça va chier. Eh ouais, le duel, le clash entre Patrick Cohen et Olivier Véran, le ministre de la Santé, c'était le 30 août 2021. On va décortiquer tout ça parce que là, vous allez être surpris. Bonsoir Olivier Véran. Bonsoir. Alors, pour prendre la température en préambule des rigolades qui nous attendent dans quelques minutes, je voulais vous poser une question, chers amis. Je sais que vous êtes friands des sondages Juste Milieu pour prendre des grandes tendances. Alors, on en a tous les mercredis dans la farce tranquille niveau politique. Et là, je vous propose un sondage médiatique pour ou contre Patrick Cohen. Ouais, quel est votre avis sur Patrick Cohen, pour ou contre? 2 possibilités. Les liens sont dans la description. Ouais, faites péter les compteurs et puis je vous tiens au courant des résultats, on verra. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre notre Patou Cohen national et Olivier Véran, ministre de la Santé de son État, le 30 août 2021 sur le plateau de C'est à vous, présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, qu'on embrasse. Ouais, on l'embrasse. Ah bon? Sur une nouvelle tendance, les bains de soleil. Alors, petit spoil de ce qui vous attend à la fin de la vidéo, on va essayer de régler un problème. Apparemment, tout ce que je vais te dire a été censuré. La chronique aurait été censurée, j'ai mené l'enquête. Donc Patou, dans son style le plus pur, commence avec une bonne introduction. Ouais, tu sens qu'il met le bois à chauffer doucement, on y va mollo lastico, et il nous dit, il commence avec l'efficacité des vaccins pour prévenir les formes graves. À ce niveau-là, tout roule, écoute. La meilleure nouvelle, c'est que les vaccins ont fait la preuve de leur efficacité pour prévenir les hospitalisations, les formes graves, les décès. Il y avait un doute au début de l'été face au variant Delta, il n'y en a plus. Pareil, sur l'impact du pass sanitaire sur les courbes de vaccination, ça a motivé les Français, les gens sont allés à la picouse. Deuxième bonne nouvelle, les Français se sont fait vacciner en masse dans la foulée du discours d'Emmanuel Macron du 12 juillet et de l'instauration du pass sanitaire. Bon, tu vas me dire, c'est vrai qu'il n'y avait pas énormément le choix. Il y avait quand même pas mal de contraintes. Parce que prendre une décision sous la contrainte, on ne peut pas parler non plus de bonne volonté. Enfin voilà, c'est un autre débat. C'est pas le sujet, d'accord? Et puis très vite, ça va commencer à se corser, parce que c'est vrai que Patou, il a l'art de la dramaturgie. Et il a commencé, tu vois, bon, l'introduction, monsieur le ministre, félicitations, tout va bien. Et attention, il commence à avoir un petit bémol au sujet de la vaccination, qui plafonne chez les plus âgés. Ouais, papy, mamie commence à dire c'est bon, on commence à nous parler de 3e, 4e dose, ça suffit là.
Alors d'abord, la vaccination plafonne chez les plus âgés, donc les plus à risque. 15% des plus de 80 ans n'ont reçu aucune dose. Fin juin, c'était 20%, ça a donc très peu bougé. Ah, et puis là, c'est parti. Accrochez-vous à vos tangas et à vos chaussettes courtes, parce que là, vraiment, ça va commencer à swinguer. On va bouger, bouger. À Patou Cohen, en toute détente, la veste est repassée, la chemise est propre, il nous lâche une bombasse, et comme on dit au Mexique, para bailar la bomba. Enfin, grande déception, ce n'est pas le vaccin qui va nous débarrasser de ce virus. Ouais, tranquillou, il nous dit, ça n'est pas le vaccin qui va nous débarrasser de ce virus. Ouais, et il parle également de l'immunité collective. Ouais, j'ose pas répéter, je vais me faire attaquer. L'immunité collective qui était censée éteindre l'épidémie avec une population vaccinée à 75 ou 80% était un mirage, une illusion. La plupart des spécialistes en conviennent aujourd'hui. Ce concept ne marche pas. Il ne peut pas marcher, hélas, avec ce coronavirus. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Il fait ça face à Olivier Véran. Pour qui, si tu veux, la situation est quand même différente. Tu sens qu'ils n'ont pas le même ophtalmo. Parce que ce sont les mêmes faits. C'est la même situation, mais ils ne voient pas pareil. Écoute ce qu'il nous disait Olivier Véran pêle-mêle ces dernières semaines. Le temps est à l'immunité collective, mais tant que nous n'aurons pas atteint cette immunité collective, et la vaccination progresse. Et je suis convaincu que nous y arriverons. Mais le doute aura tué. Plusieurs ont parlé spontanément de l'immunité collective. Ouais, t'as même le 13 juillet 2021, chez Apolline de Malherbe, moi j'aime bien elle. Il lui parlait de l'immunité collective, il dit non, l'immunité collective, c'est nickel, c'est parfait. On n'a jamais eu de vaccin aussi efficace que celui-ci. Si nous étions tous vaccinés, le virus ne pourrait plus cheminer. La protection collective, c'est ça. Donc clairement là, Olivier Véran, il fait la tournée des popotes pour répandre la bonne parole gouvernementale. Et c'est vrai qu'il se retrouve face à un journaliste du Sérail qui figure quand même parmi les personnalités médiatiques les plus importantes du pays et qui lui dit en direct, à Téloche, non, en fait... Globalement, ce que tu viens de nous expliquer depuis 20 minutes, il y a quand même pas mal de fadaises et autres conneries. Si vous voulez pas l'entendre, sortez d'ici. Mais c'est vrai qu'on avait très vite senti que dans cette séquence, ce jour-là, avec le passage d'Olivier Véran dans cet avou, on allait atteindre un niveau de n'importe quoi qui aurait permis d'aller chatouiller les orteils de Thomas Pesquet. Parce que c'est vrai que la jauge de YOLO était à son maximum. Ouais, petite parenthèse, je peux pas m'empêcher de sortir un peu de la critique de Patou pour te donner quelques morceaux de ce qu'a dit Olivier Véran le jour même, sur le même plateau. Ouais, écoute ça par exemple. Le pass sanitaire, encore une fois, lisez la presse internationale, vous l'avez sans doute lu, à l'étranger on parle du pass sanitaire comme du succès français. Maintenant c'est pas 3 ou 5 pays qui font la même chose que nous, ce sont des dizaines de pays qui nous ont emboîté le pas. Ouais, des dizaines de pays qui nous ont emboîté le pas, apparemment on est les meilleurs, on est les champions. Alors attention, bien sûr, il y a eu des articles dans la presse qui relatent, qui relaient ce qui a été dit chez nos amis, chez nos voisins et qui disent que ça se passe bien, tu vois. Mais c'est pas dithyrambique. Ah non, ça va pas dans le même sens. Notamment un article du 2 août du Daily Telegraph. Et une journaliste britannique qui parle d'Emmanuel Macron et du pass sanitaire comme de, je cite, l'exemple à ne pas suivre. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai fait un article sur Juste Milieu. Ouais, il y a le site internet Juste Milieu. Je sais pas si t'étais au courant, parce que toi, tu viens te marrer sur les vidéos, mais je suis sérieux. Des fois, j'ai un clavier, je fais des articles. Ouais, donc si ça t'intéresse, le lien est dans la description de la vidéo. Puis ça fait plaisir, un petit coup de main, parce que là, le site est tout frais, je suis pas très bien référencé, donc je compte sur vous. Non, puis tu vois, même d'autres journaux, pas forcément étrangers, ont mené un peu l'enquête. Et non, l'Europe ne fait pas comme nous, monsieur Véran. Pas exactement, c'est un article de La Tribune, du 28 juillet, qui dit ce qui se fait un peu à l'étranger. Ah, ils font pas pareil, Écoute, en Hongrie, seuls des certificats d'immunité délivrés dès la première dose de vaccin sont requis dans les établissements de santé pour accéder aux événements sportifs ou musicaux, ainsi qu'aux événements regroupant plus de 500 personnes. Le pass sanitaire est délivré dès la première dose. En Autriche, un Green Pass est requis depuis début juillet pour accéder notamment aux restaurants et lieux culturels. Au Luxembourg, un pass est demandé uniquement dans les commerces. Au Portugal, il est notamment requis pour séjourner dans un hôtel ou faire du sport. Il est aussi demandé pour accéder aux salles intérieures des restos, mais seulement le week-end dans les régions les plus touchées. Et même là-dessus, parce qu'on revient au cœur du sujet, tu vois, tout ça est bien pensé, c'est Robert Hossein quasiment qui fait les dialogues, même là-dessus, Patou Cohen se fout de sa gueule. Ouais, il lui pose des questions, c'est vraiment le prof qui se fout de la gueule du cancre de la salle. Si, regarde. Ce sont des dizaines de pays qui nous ont emboîté le pas. Donc ce n'est pas... Sur un mode moins strict. Sur un mode... Alors ça dépend des endroits. Il y a des endroits où c'est plus strict que chez nous. Il y a des pays où c'est plus strict que chez nous. Il y a des endroits où vous pouvez le trouver pour aller... Vous ne pouvez pas aller travailler, par exemple, dans la fonction publique dans certains États américains. Donc ouais, je voulais te montrer que même en dehors de sa chronique, Patou, il y allait à boulet rouge. Donc on revient dans la chronique. C'est bon, t'as suivi? C'est bon, on revient dans la chronique. Et là, il a continué à dérouler, Patou, notamment sur le variant Delta, qui a rendu les vaccins moins efficaces.
avec un risque de transmission réduit de seulement 50%. Ouais, écoute, c'est pas moi. Hein. Exactement, le Delta qui a rendu les vaccins moins efficaces et dont le risque de transmission n'est réduit par le vaccin que d'environ 50%. C'est con, parce que tu vois, c'est intéressant tout ça. Chacun a son avis. Vous pouvez être pro-vaccin, pro-pass, anti-pass, anti-vaccin, c'est pas la question. Mais c'est bien d'avoir des éléments comme ça. Ça change, ça nourrit le débat, tu vois. Moi j'aime bien, ça s'appelle le journalisme. Ça c'est ce qu'on aime. Vive la France. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Ouais, puis Patou, tu vois, il conclut avec une réflexion qui est intéressante. Et s'il fallait simplement vivre avec? Et qu'il y a de grands risques qu'ils deviennent endémiques, c'est-à-dire qu'il faudra vivre avec encore et toujours des précautions, des gestes barrières. Pour combien de temps? Nous vous poserons la question. Ouais, c'est une bonne question. Attends, on arrive bien à vivre au quotidien avec les albums des Kids United. C'est pas un coronavirus qui va nous péter les couilles quand même. Oh, et puis, petit plaisir, ça je voulais le laisser à la fin, pour les gourmands de l'équipe, j'en connais, là, qui ont envie de se marrer encore un petit peu, de ricaner tout leur saoul. La teutée, à la tête d'Olivier Véran, elle est magique. Tu sens que le caméraman, il s'est fait plaisir, il avait un bol de curly, il a cadré sur Olivier Véran. Allez, je te la mets. Il sera impossible de contenir la pandémie par la seule... Ah ouais, tu sens que le mec est pas habitué en fait. Il est clairement pas habitué à entendre des contre-arguments lorsqu'il vient à la téloche. Normalement, il déroule, après il s'en va, il met son par-dessus et puis il s'en va, tu vois. Et puis même Patou, tu sais, qu'il le branche un petit peu, qu'il le taquine. On est à 2 doigts de la pichenette dans la nuque, tu vois. Regarde ce sourire figé. Vous poserons la question. En tout cas, c'est un nouvel espoir. Ouais. Alors là, je propose un petit moment d'analyse. En tant que spécialiste, hein, là on est en professionnel. On voit typiquement, ça c'est un sourire figé. Tu vois, la bajoue est tombante. L'œil n'est plus très vif. J'étais à Intermarché ce matin, j'ai vu des macros qui avaient l'air plus en forme. L'œil n'est pas vif, la déception est lisible. Très clairement. Ah oui, très clairement. Tu sens que c'était pas prévu. C'était pas prévu cette affaire, que quelqu'un allait le contredire, tu vois, sur des éléments qu'il s'échine à rappeler depuis des semaines. Là, tu as un journaliste qui arrive qui dit non, c'est pas exactement ça en fait. Donc voilà pour cette chronique de Patou Cohen, mais patatras, c'est pas fini. Et oui, hein, de nombreuses personnes ont relevé que cette chronique de Patrick Cohen du 30 août 2021 avait été retirée du compte YouTube de la chaîne C'est à vous. Il y a notamment Florian Philippot qui en a parlé, et un article de France Soir. Alors je vais être très honnête les amis, j'ai mené l'enquête et je ne peux pas conclure à 100% à la véracité de cette affaire. Apparemment, j'ai demandé autour de moi et il y a des gens pour qui ça fonctionne. On peut accéder à la vidéo. Donc le lien est dans la description, hein, dans les sources, si vous voulez aller voir. Et faites le test. Dites en commentaire si ça marche chez vous. Parce que vous connaissez la maison. Je ne veux pas dire quelque chose sans être sûr de moi-même. Donc là, je ne suis pas sûr. Donc je ne peux pas vous dire officiellement, oui, cette vidéo a été censurée. En tout cas, on retrouve tous les extraits sur Twitter notamment. Mais pour l'instant, ça semble accessible sur YouTube. Apparemment, il n'y a pas eu exactement de la censure. Donc vraiment, là, je ne conclus pas. Je demande votre avis. Vérifiez par vous-même et vous me dites en commentaire. Pas de problème. Donc voilà les amis, on va conclure sur cette nouvelle vidéo et cette agréable surprise de Patrick Cohen qui nous offre quand même à travers cette chronique acide face à Olivier Véran, nous offre un beau morceau de réflexion. J'explique. Eh, vous le savez, moi je suis dans l'espoir et l'humanisme. Vous le savez, vous regardez les vidéos, on est toujours là à chercher une petite rigolade et une petite réflexion. Et c'est vrai que Patrick Cohen illustre parfaitement cette nécessité de ne pas condamner les gens définitivement dans nos esprits. Oui, bien sûr, quand il s'en est pris au professeur Raoult, il y avait des imperfections, il y avait des partis pris idéologiques, voilà, tout ça, ça a été relevé. Mais on peut quand même considérer que Patrick Cohen n'est pas, comment dire, ne fait pas tout le temps ça. Voilà, sinon on le condamne à vie, et là, intellectuellement, c'est pas honnête. On voit bien, à travers cette chronique face à Olivier Véran, que là, il a assumé pleinement son rôle de journaliste, d'assurer un contre-pouvoir. Les arguments sont discutables, hein. Peut-être que vous êtes plus d'accord avec Olivier Véran que Patrick Cohen. Là, il y a débat, mais justement, il y a débat. Et ça fait plaisir. Moi, Patou Cohen, j'ai pu le critiquer, mais pour moi, c'est pas... je le critique pas toute ma vie, tu vois. Tout ce qu'il va faire, je considère pas que c'est nul, automatiquement, tu vois. Donc, non, c'est extrêmement important ce qui se passe, hein. Il faut reconnaître et saluer cette chronique de Patrick Cohen, ce qui n'empêche que d'autres chroniques étaient moins bonnes et vivement critiquables, mais là on est pas mal, voilà, c'est aussi ça, juste milieu.
Donc voilà les copains, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à réagir en commentaire. Le 2 novembre 2021, c'est une petite bombe qui rappelle les histoires des masques et une fois de plus, comme quoi c'est fou quand même, Olivier Véran est au centre de cet énième scandale qui touche cette fois au lit dans les hôpitaux. Bon, t'as une crise sanitaire où c'est la merde, les hôpitaux sont blindés, du coup on est obligé de mettre des mesures de restriction de liberté entre autres pour essayer de décharger les hôpitaux. Et bien en fait, tu apprends que même pendant cette période-là de Covid-19, on a fermé des lits. Ouais, ça paraît lunaire, c'est ahurissant. J'en parlais à un copain la dernière fois, il est décédé sur le coup. Il m'a dit, je peux pas te croire, ça n'a pas de sens, je préfère m'en aller. Et on en avait parlé sur Juste Milieu avec une vidéo qui vous avait bien plu à ce moment-là, je m'en rappelle. Je vous rafraîchis la mémoire, vidéo. Tiens, aujourd'hui, on va commencer avec une question simple. Imaginez une pandémie qui bute des gens dans le monde entier. À votre avis, en France, est-ce qu'il faut ouvrir des lits dans les hôpitaux ou fermer des lits? Tu vas comprendre. Taisez-vous. Non mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Avant d'attaquer cette vidéo qui va envoyer du bois, je peux vous le dire, là on va démembrer l'Amazonie parce qu'il y a du lourd qui arrive. N'oubliez pas de vous abonner, ça fait plaisir, surtout dans la mesure où c'est un clic. Ouais, je veux dire, ça mange pas de pain, ça coûte pas un radis, tu cliques, on est pas mal, on arrive à 200 000 abonnés. Ouais, ça commence à faire beaucoup, donc en plus tu peux faire ça et tu fais le pouce bleu. Allez, accroche-toi à ton slibard, c'est parti. Alors en préambule, pour poser le contexte de cette vidéo, tu vas comprendre où on veut en venir. La variable d'ajustement depuis le début de la crise, ça ne t'aura pas échappé, il s'agit du nombre de lits dans les hôpitaux. Ouais, c'est pas faux. Ah, depuis le début, on te dit, bon, on va confiner, on va couvre-feu, on va vacciner, on va passe sanitaire, parce que les hôpitaux risquent d'être surchargés. Quelle que soit en fait la mesure mise en place, la variable d'ajustement est toujours la même. Alors, forcément, ça va faire 2 ans qu'on est dans la panade. Je te jure qu'on est dans la merde. Tu te dis, bon, depuis, on a dû ouvrir des lits d'hôpitaux à fond, parce que c'est ça qui pose problème. Non, voilà. Je sais qu'il y en a qui viennent regarder la vidéo en se disant « Tiens, on va se marrer, il y a un petit peu d'espoir. » Non, il n'y a pas d'espoir. En témoigne déjà cette chemise. Tu as bien compris que ça n'a plus aucun sens. Pas du tout, au contraire. Donc à partir de là, la vidéo qui va suivre, il n'y a plus 1 gramme d'espoir. Ah, j'ai fait attention, c'est vraiment garanti 100% dépression. Alors tout commence avec une grosse enquête parue dans Libération le 27 octobre dernier. Vous en avez peut-être entendu parler. Ah, ça a jacté parce que c'est intéressant. On apprend que dans les grands hôpitaux français, 1 lit sur 5 sont fermés faute de personnel. Voilà, on va attaquer tout de suite dans le dur. Ah oui, tout de suite là c'est le galibier direct. T'as même pas les mollets chauds, tout de suite dans le dur. On est à 20% des lits disponibles sur le papier qui sont actuellement fermés dans les CHU et les CHR de France puisqu'il n'y a plus assez de soignants pour les faire fonctionner. C'est que le début, il y a encore 10 minutes de vidéo à peu près. Ouais. Voilà, et comme on dit, miam miam la gaufre. Cette enquête flash a été menée par nul autre que l'inénarrable, l'incontournable Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique. Ouais, c'est lui, c'est Jeff, comme j'aime à l'appeler. Et les résultats de cette enquête ont été confirmés d'après Libération par des documents internes de l'AP-HP, c'est-à-dire l'Assistance publique des hôpitaux de Paris. Là, c'est du sérieux, c'est du carré. Bon, alors attention, petite parenthèse pour vous laisser respirer 5 minutes, nettoyer un petit peu la bave qui a coulé sur le bavoir, là, tout doucement. Cette situation n'est pas nouvelle. Qu'on soit bien d'accord, il faut poser le contexte. En France, en tout cas, on n'a pas attendu le coronavirus pour que les hôpitaux soient dans une situation catastrophique. Je me suis amusé à un truc, alors oui, j'ai des amusements, c'est sûr que c'est pas la compagnie créole, si vous venez à la maison, voilà. Mais je me suis amusé à regarder les archives du Monde. Tu peux remonter jusqu'en 1945. Donc à l'époque, Brigitte Macron avait 42 ans, si je dis pas de conneries. Et donc tu regardes les archives et tu mets des mots-clés, tu vois. Bon, moi j'ai mis hôpitaux débordés, tout ça. Et j'ai trouvé par exemple un pêle-mêle, j'ai trouvé un article du Monde du 7 février 1997. Ouais, dans cet article par exemple, on peut lire, tout est en source, tu connais la maison. Restructuration hospitalière, compression budgétaire et modeste hausse de salaire forment les 3 piliers de la contestation sociale dans le service public hospitalier. Les syndicats FO et CGT ont affirmé que 8000 emplois, notamment parmi les personnels non titulaires, étaient directement menacés. Alors on remonte encore un petit peu dans le temps, toujours dans Le Monde, un article du 18 octobre 1995. Alors un article titré « Le gouvernement décrète la rigueur pour les hôpitaux et les malades ». On peut lire notamment dans l'article « Cette rigueur budgétaire risque d'entraîner un gel des emplois dans les hôpitaux ».
On continue, hein. Bon, je vais pas faire ça pendant 3 heures. Allez, un petit dernier pour la route. Dans Le Monde, du 17 janvier 1989. J'étais même pas né. Je suis né 5 ans après. Donc c'est 5 ans avant Juste Milieu. Le mec a un excès de boulard, il est complètement con, ça y est, il a fait 14 vues, il en peut plus, il va se calmer avec sa chemise à carreaux, ce connard-là. Bon, bah cet article était intitulé « Réformes interrompues, restrictions budgétaires, grève, la longue maladie des hôpitaux ». Ouais, on est en 1989. Ça fait longtemps. Donc très clairement, ce que nous vivons n'est que le résultat d'une gestion calamiteuse des hôpitaux depuis 40 ans, une gestion qui d'ailleurs est allée petit à petit vers une gestion type, comme dans les entreprises tout à fait normales, et donc forcément, aujourd'hui, on est à l'os. À qui le dites-vous? À vous. Mais c'est là le vrai point de bascule de la vidéo. Bon, quand une forêt crame, généralement, c'est pas une bonne idée d'arriver avec des bidons d'essence. Parce qu'il y a une logique physique qui fait que le feu aime bien l'essence, tu vois. Comme Manuel Valls aime bien les élections. Ce sont des trucs qui s'entraînent entre eux et qui généralement font des catastrophes. Donc, c'est pas une bonne idée. Et bien là, c'est pareil. Quand tu sais que le système hospitalier français, ça pue la merde à environ 15 km, tu supprimes pas des emplois, tu vois. Ou t'encourages les gens qui y sont. Eh ben non. C'est tout l'inverse. Vraiment tout l'inverse. C'est ça la réalité de nos hôpitaux. Oui, d'après un récent rapport de la DREES, donc la Direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques, on a appris que sur l'année 2020, 5800 lits d'accueil en hospitalisation ont été fermés. C'est pas fini. Non, c'est pas fini. J'ai dit assis-toi, tu vas te péter une guibole. Oui, on a un témoignage qui nous explique que c'est vraiment panique à bord dans les hôpitaux, un témoignage qui émane de Patrick Pelloux, vous le connaissez, l'urgentiste médiatique, qui a déclaré dans Le Figaro du 27 octobre que ça y est, nous étions dans le précipice. Ouais, je te mets le titre là, comme ça tu peux le lire, tu vois. Il y a un rapport d'engagement, chacun fait sa part du boulot, on n'est pas des Visigoths. Et forcément, la crise que nous traversons donne lieu à des situations terribles, c'est ce que rappelle Patrick Pelloux, je le lis. Hier matin, nous avions une urgence cardiaque et le SAMU a mis 2 heures à trouver une place aux patients dans un service de cardiologie. 2 heures. 2 heures, ouais. Problème cardiaque, c'est vrai que c'est tendu. J'ai pas fait médecine au départ, mais c'est vrai que quelqu'un qui arrive qui me dit, bon, là très clairement on se dirige sur un arrêt cardiaque, si le mec, tu lui dis, bah, je sais pas, retiens ton souffle, essaie de faire un concours d'apnée avec le petit Grégory, j'en sais rien, je pense qu'il peut mal le prendre. Donc, c'est pas une bonne idée. Tu vois, la cardiologie, il faut être rapide, faut aller vite. Comme Balkany, devant l'occasion de gratter quelques billets, tu vois, il faut aller très très vite. Donc voilà. Apparemment, là, on n'a même plus les moyens d'aller très très vite. Ça, c'est cardiologie. Aujourd'hui, il y a des problèmes similaires en pédiatrie, pour nos enfants, ouais. Les enfants, on peut pas soigner comme on veut, parce que il y a plus personne, en fait, c'est le chaos. Alors, autre raison qui est évoquée notamment par la conférence des présidents de commissions médicales d'établissement de CHU, clairement, c'est l'absentéisme. C'est-à-dire que tous les membres du personnel soignant français, depuis bientôt 2 ans, sont sur le pont, vraiment à être au taquet tous les jours, à faire des heures inimaginables, et globalement, ils sont traités comme du purin. On leur a dit, on va vous donner une médaille. Ouais. C'est vrai qu'on n'en a rien à foutre. Oui, moi, c'est la réaction que j'ai eue sur le moment. J'ai dit, on s'en cire complètement. Mais ils ont dit, non, on va filer la médaille, reconnaissance de la nation. Les gens vous ont applaudi aux fenêtres, donc ça, c'est bien. Bon, après, c'est devenu des salauds parce qu'ils ne se faisaient pas vacciner. C'est un autre débat. On ne peut pas tout traiter dans la vidéo. Mais en tout cas, l'absentéisme, forcément, a largement augmenté. On était entre 8 et 9% avant l'épidémie. Aujourd'hui, on est à 11%. Alors oui, c'est une augmentation seulement de 2 points, mais si on le rapporte au total du nombre des membres du personnel soignant en France, c'est énorme. Alors là, on en arrive au moment de la vidéo où on va tutoyer les étoiles. Là on est dans la science-fiction. Vers l'infini et au-delà. Cette partie de la vidéo est sponsorisée par Stephen King. On est dans... Voilà, un esprit humain normal ne peut pas comprendre ce qui va se passer. Voilà, donc je préfère vous le dire tout de suite, ne réfléchissez pas. Soyez complètement con, en fait. Un député de la République en marche, voilà, à peu près pareil. Quasiment, à une vache près. Mais voilà, faut pas creuser l'histoire. Voilà, ce que je vais vous dire, vous le prenez, et puis vous rentrez chez vous. Bon, alors déjà, tu as compris que c'est la caca, c'est la catastrophe. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec l'instauration du vaccin? On suspend les soignants qui ne sont pas vaccinés. Voilà, déjà, ça, c'est la base. Allez, premier cadeau dans le panier garni. Pourquoi
Ensuite, imagine, t'es ministre de la Santé. T'as Libération qui a fait une enquête sur la catastrophe, c'est-à-dire qu'on est en situation de pandémie et tes hôpitaux sont en train de fermer des lits de partout, donc c'est le chaos, et on a en plus une menace de nouvelles vagues. Toi, t'es ministre de la Santé. Qu'est-ce que tu dis à ce moment-là? Je passe. Du miel. Alors oui, je sais que, tu vois, je te vois, Dimitri. T'es un petit peu encore lucide. T'es en train de me dire, je dis la vérité. Je dis que c'est tendu et qu'effectivement, on a pris conscience de ça, on va régler le problème. Voilà, mais j'ai dit, ça c'est normal. Là, c'est Olivier Véran qui a répondu. Donc tu vois, ouais, c'est Star Wars quasiment. Et Olivier Véran, donc, il a réagi aux chiffres de Libération et il a dit « Personne aujourd'hui ne sait donner un chiffre avec précision. » Voilà. Sauf que le chiffre énoncé au départ, c'est celui qui est donné par le président du conseil scientifique, qui travaille en étroite collaboration avec Véran, et qui a été quasiment nommé par lui en fait. Mais le 27 octobre, c'est-à-dire le jour où Olivier Véran lit le papier de Libération, il est dans un coin de l'Assemblée nationale, en direct sur LCP, regarde ce qu'il dit. Je n'ai pas caché mon étonnement devant la publication de chiffres faisant état de 20% de fermeture de lits en médecine dans les hôpitaux. Donc, ayant la charge d'être ministre de la Santé, j'ai saisi mes administrations centrales afin de savoir à quelle réalité cela correspond. En tout cas, ce n'est pas un chiffre qui vient de mes administrations ni du ministère. Et ce chiffre de 20%, j'aurais tendance, comme ça, à le contester. Ce chiffre, j'aurais tendance à le contester. C'est son conseil scientifique qui l'a dit. Ouais. Moi, j'ai plus les vannes, parce que là, à partir de là, c'est un autre monde. Là, on est sur la planète Macronus, on ne sait pas, où tu sais, des choses sont complètement inversées, tu vois, où la logique n'existe pas. Ouais, tu vois, où tout n'a plus de sens, en fait. Où rien n'a de sens. Enfin, tu le mets comme tu veux, finalement. Puis tu vois, on revient à l'interview du 2 novembre, on est dans le bricolage absolu. Pareil, le journaliste pose la question qui est là, et dit, comment on fait? Parce qu'il y a peut-être un risque que des gens ne soient pas soignés. Et on est où, là? Alors peut-être que sur Macronus, ça se passe comme ça, mais en France, les gens aiment bien être soignés de manière générale. Parce que tout ce qui est mort, c'est pas une tendance, quoi. C'est pas top tweet. Et donc le journaliste pose la question, et Olive, il nous dit, en complément, il faut s'appuyer sur ceux qui ne sont pas médecins, mais sont capables de le faire, et on va leur permettre de le faire. Oui, c'est-à-dire que toi qui regardes la vidéo, si t'es mécano, au garage Renault de Bourg-la-Reine, après tout, une voiture, c'est un corps humain mécanique. Donc tu changes une durite, tu changes une vessie. Je veux dire, c'est comme ça. Ça commence à me courir sur le haricot, cette histoire. Bon, et puis on va finir cette vidéo sur la note la plus subtile. Là, on a décollé. C'est-à-dire qu'on n'est même plus sur Macronus. On est ailleurs. On est dans la bordure extérieure, quelque part. Et le pilote du vaisseau, c'est Jean Castex. La pandémie n'empêche pas la moquerie, monsieur le Premier ministre. Alors Jean Castex, il est interrogé le 1er novembre. Pareil, sur la situation des hôpitaux. Sa réponse... Allez, regarde, tu te fais ton avis. Nous avons ensemble constaté que le meilleur moyen de les aider, le meilleur moyen de soulager l'hôpital, c'est finalement de ne pas tomber malade. De ne pas tomber malade. Et ça dépend de chacune et chacun. Alors, moi, personnellement, au départ, j'avais de l'indignation. Après, j'avais de l'énervement. Là, aujourd'hui, j'ai de l'émerveillement. Pour moi, je veux une photo. Tu vas à Disneyland, tu vois Donald. Moi, je vais à l'Élysée voir Jean Castex. Parce qu'il y a une réflexion là-dessus. Il est Premier ministre. Donc, ah ouais, on en est là. Donc voilà les amis, sur cette vidéo, le scandale des lits d'hôpitaux est loin d'être terminé parce que vous l'aurez compris, certains médias font encore leur travail et mettent en lumière de graves erreurs de gestion de notre gouvernement, une gestion qui s'étale quand même sur 40 ans, mais de là à aggraver la situation comme le fait le gouvernement de Jean Castex et notamment Olivier Véran, là on touche au génie, là ça devient du miel, ascendant sauce barbecue. C'est particulier mais c'est pas dégueulasse pour une marinade. 17 novembre 2021, encore un sublime mensonge d'Olivier Véran dans le journal du dimanche qui va déclarer en toute tranquillité les pays européens qui adoptent des restrictions visant les non-vaccinés le font parce qu'ils n'avaient pas auparavant instauré un pass sanitaire.
Et en fait, très vite, tu fais une recherche de 7 minutes sur Google, Bing ou le moteur de recherche de ton choix, on apprend que cette déclaration est entièrement fausse, dans la mesure où l'Autriche, par exemple, a été l'un des pionniers du pass sanitaire en Europe. Dès le 19 mai, les Autrichiens devaient présenter leur passe vert, prouvant qu'ils étaient vaccinés, récemment rétablis du coronavirus ou bien testés négativement pour se rendre, par exemple, à l'opéra, au restaurant ou encore dans une salle de sport. C'est le journal du dimanche lui-même qui fait le débunkage, c'est-à-dire la vérification d'informations. Olivier Véran dit n'importe quoi dans la presse, il ment en toute connaissance de cause, en tout cas on l'espère, mais il est toujours là. Et là, on se rapproche de l'époque actuelle, on est le 16 mars 2022, et là, Olivier Véran est sur France Info. Et bon, de toute façon, là, on colle matin. Après tout ça, il est encore ministre. La question de sa démission n'a jamais été posée après une gestion aussi catastrophique de la crise. Mais il dit, il est content. Il est content parce qu'il va y avoir des séances de psychologie remboursées pour les Français. Jusqu'à 8 séances seraient remboursées chez un psychologue pour les enfants et pour les adultes. Tout le monde peut y avoir accès ou est-ce qu'il faut remplir certaines conditions ? Non, sur orientation médicale. Et je peux vous annoncer que le 5 avril, ce dispositif, voulu par le président de la République Emmanuel Macron, sera pleinement opérationnel. C'est la première fois dans l'histoire de notre pays. Ça veut dire que si un médecin vous dit, écoutez, il faudrait que vous voyiez un psychologue, aujourd'hui vous dites, ah, ça va me coûter combien ? À compter du 5 avril, vous direz, d'accord, et ça ne me coûtera rien. Et puis, ce jour-là, c'est vrai que j'en suis venu à me demander si finalement il se rendait compte. Voilà, non mais ça devenait une évidence parce que toujours sur le plateau de France Info, ce 16 mars 2022, Olivier Véran va déclarer que l'Allemagne et l'Italie, qui ont le pass et le masque, connaissent le même rebond que nous. Il n'est pas d'ailleurs français, et si vous me posez la question de savoir s'il y avait une corrélation entre le fait qu'on ait levé des restrictions et le rebond épidémique, je vous dirais, regardez l'Allemagne, regardez l'Italie, ils connaissent un rebond épidémique alors qu'ils ont maintenu le pass sanitaire et parfois le pass vaccinal, qu'ils ont maintenu le port de masque dans les lieux fermés. En Italie, c'est même le FFP2 qui est obligatoire dans les commerces, et ils ont le même rebond que nous. Ce qui est important. Alors qu'en France, ces mesures ont sauté, Olivier Véran reconnaît, peut-être même sans s'en rendre compte, que ces mesures-là, finalement, n'ont pas l'efficacité promise. Les amis, voilà pour ce plat. C'est vrai que là, on commence à avoir le bide un peu plein. On devient tous un peu des Gérard Depardieu. J'espère qu'il vous reste une petite place pour le dessert. Parce que non content d'avoir prouvé son incompétence au ministère de la Santé, Olivier Véran va rebondir. Et ça, c'était avec le changement de gouvernement suite à la réélection d'Emmanuel Macron. Il est nommé ministre des Relations avec le Parlement, mais du 20 mai au 4 juillet 2022. Ils se rendent compte que c'est une truffe, mais là encore plus. Donc ils se disent non, on va le foutre ailleurs. Et du coup, il va être finalement nommé ministre délégué chargé du renouveau démocratique. Donc déjà, c'est pas rassurant. Mais surtout, porte-parole du gouvernement à la suite de Gabriel Attal. Un recasement total qui démontre que le gouvernement ne souhaite pas lâcher dans la nature ces personnages politiques qui, pour certains, ont été poursuivis par la Cour de justice de la République notamment. Et on le sait, s'ils reviennent dans le monde normal, on va dire hors gouvernement d'ici peu, ils vont être poursuivis en justice naturellement par leur gestion, à cause en tout cas de leur gestion calamiteuse de la crise. Donc Olivier Véran est recasé et il est désormais expert en géopolitique. Ouais, c'est fou les compétences. À partir du moment où tu as une cravate et tu parles bien, tu peux dire n'importe quoi. Si les sanctions que l'Europe impose à la Russie faisaient plus de mal à l'Europe qu'à la Russie, est-ce que vous croyez qu'un dirigeant comme Vladimir Poutine le dirait ? Le simple fait qu'il appelle l'Occident à arrêter les sanctions au motif qu'elles ne seraient pas efficaces et qu'elles pèseraient davantage sur l'Europe que sur la Russie, nous incite à considérer qu'elles le sont efficaces. Et puis ça, c'est du tout frais, ça vient tout juste de sortir. Olivier Véran a écrit un livre qui s'appelle « Par-delà les vagues » chez Robert Laffont. Bon, et puis pour accompagner la sortie de ce livre dont tout le monde se fout naturellement, les médias en parlent énormément, tu vois, ça me met un haut le cœur. Et on peut lire dans un interview qu'il a récemment donné ce moment émotion. Et là, ça va chialer. Là, j'aimerais que vous vous concentriez un petit peu. Le journaliste lui dit « Il vous est arrivé de flancher ?» Et Olivier Véran répond « J'ai touché du doigt le burn-out, je crois. Un matin, vers la fin de la première vague, entre un conseil de défense et un conseil des ministres dans le parc de l'Élysée, j'ai eu des vertiges, de profondes nausées, les jambes qui flageolent. À l'époque, je dormais 3 heures par nuit, je sautais plein de repas, le stress était permanent. Puis j'ai regardé les arbres, j'ai soufflé et c'est reparti sur le coup. Ensuite, je me suis mis à la méditation. Cela m'a beaucoup aidé. Mais putain, mais ta gueule! C'est... Ouais, je pense à tous les gens qui font des burn-out, des vrais, qui regardent les arbres et qui se disent ça marche pas.
Donc voilà, Olivier Véran, neurologue, ministre de la Santé, qui regarde un arbre et c'est reparti. Alors que ça fait 2 ans de Covid où on te dit est-ce qu'on peut prendre de la vitamine C? Quoi, charlatan? Arrêtez ces vaccins, on a dit. Donc voilà, mais même dans les médias, il y a des gens qui ont fait cette analyse, regarde. Quand on sait ce que c'est un burn-out avec des gens qui malheureusement sont obligés, qui vivent des angoisses terribles pendant des semaines, qui ne dorment pas, qui sont obligés de prendre des médicaments, des antidépresseurs, etc. Le burn-out, c'est la maladie du siècle quand même. C'est une maladie qui peut être extrêmement grave, dont on met extrêmement longtemps à se remettre. Et ce qu'il a eu, c'est même pas un malaise en fait. Donc ça, franchement, en plus venant d'un médecin, c'est absolument ridicule. Et puis en plus, parce que forcément, dans ce genre de livre à la con, il faut au moins 2-3 phrases qui font la une des journaux pendant 2 semaines. Et là, Olivier Véran, il en a fait. Il a dit, sur les masques, nous nous sommes trompés. Voilà. C'est par les masques. Sur les masques, on s'est trompé, ni plus ni moins, confesse l'ancien ministre de la Santé. Est-ce que certaines décisions étaient absurdes? On lui pose la question. Oui, répond l'actuel porte-parole du gouvernement. Par exemple, quand on rouvre les terrasses en exigeant des bacs à fleurs ou des panneaux en plexiglas pour séparer les tables. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça paraît complètement ridicule et ça fait sourire. Olivier Véran, on le sait, n'a jamais été un adepte de Didier Raoult. Il le décrit comme un MacGyver déguisé en chaman. Voilà, merci les gars, je reconnais que je suis un crétin, mais merci à vous. De toute façon, c'est trop tard, qu'est-ce que tu vas faire? Mais bon, comme souvent en Macronie, on va finir le dessert là-dessus. Alors que les gens reconnaissent leur incompétence qui est désormais de notoriété publique, une incompétence aux conséquences dramatiques, on a Aurore Berger, alors pareil, pour guider des moutons, il n'y a pas mieux, qui dit « On peut reconnaître en effet que l'on s'est trompé, mais que je crois très sincèrement, on a tout fait pour protéger les Français. » Je pense qu'encore une fois, plutôt que s'arc-bouter en disant « On a eu raison contre tous », on peut peut-être reconnaître que là-dessus, en effet, on s'est trompé, mais que je crois, très sincèrement, on a tout fait à chaque fois au regard des informations que nous avions pour protéger les Français. Je viens de vous le démontrer, apparemment tout a été fait pour protéger les Français, sans aucun doute. Chers amis, on touche à la fin de cette émission exceptionnelle. J'espère que ça vous a plu. On est ensemble depuis un sacré bout de temps. Une émission en prime time. C'est la première fois qu'on diffuse à 20h45 pour vous accompagner jusqu'au dodo, quasiment. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à partager cette vidéo. On a besoin de votre soutien. Juste Milieu continue de grandir et tout ça, c'est grâce à vous. J'espère que ce format vous a plu. Si vous en voulez d'autres, dites en commentaire et on vous fera peut-être les autres épisodes de Cassolette et Macronie de la sorte. Il y a tellement de choses à dire sur nos chères têtes couronnées de la République française. En attendant, je vous remercie d'avoir été là jusqu'au bout de cette émission absolument zinzin. Beaucoup de travail pour vous préparer tout ça. C'est la fin. Je suis content. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve très vite sur Juste Milieu, vous le savez. En attendant, vous pouvez découvrir les autres vidéos Juste Milieu si vous n'êtes pas rassasié. Ou alors vous pouvez vous abonner. Je vous embrasse. Merci beaucoup. Je vous aime.